La vidéo que vous allez visionner est le troisième épisode du podcast Parlons peu, parlons pâle que j'anime avec mes collègues sur la chaîne de la Paléosphère. Je vous invite donc à aller le voir sur cette chaîne également. C'est un épisode hors série, ce qui fait que le prochain épisode sera bel et bien un Paléo Landscape. Sur ce, bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de Parlons peu, parlons pâle, dont le sujet porte sur Préhistorique Planète. Alors aujourd'hui, je me retrouve déjà avec les 5 compères qui m'ont accompagné dès le début. Donc, premièrement, Karchan Ossif, Bonjour à tous. le grand Eduardino, Ah oui, c'est moi. l'ami Venator Bonjour. et le fameux FL Reptile. Bonjour. Mais pas que. Aujourd'hui, on accueille un nouvel invité et pas des moindres. Nous accueillons Valéoraptor. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Eh bien oui, bonjour Nico, bonjour tout le monde, et je suis donc Valéoraptor, diplômé d'un master en paléontologie et paléoenvironnement, mais spécialisé non pas sur les dinosaures, mais sur les phalins de l'Anjou, une roche vieille de 11 millions d'années, qui comporte beaucoup de fossiles, et je suis également vulgarisateur donc sur YouTube, sur le pseudonyme Valéoraptor, ça change pas de nom, c'est super. Et je suis également président de l'association Paléosphère et membre du Café des Sciences. Mon futur patron. Non, je alors, aujourd'hui, c'est le troisième épisode de Préhistorique Planète qui porte pour nom Freshwater, en français, eau douce. Fleuves, rivières et autres billabongs, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et petit tour de table en commençant par Valéoraptor. Qu'est-ce que tu as pensé non seulement de cet épisode, mais aussi de ton ressenti sur les 2 précédents ? Alors, pour les 3 premiers épisodes dans l'ensemble, je trouvais que le premier, ça allait... Bon, disons que c'était un peu plus que la moyenne des autres documentaires que j'avais vus. Mais ça, c'est le côté marin qui joue beaucoup là-dessus. J'adore le milieu marin, donc forcément, tu me proposes un épisode spécialement sur les environnements comme ça, forcément, j'ai adoré. Mais il y a eu certains trucs, ça a été un petit peu trop. Clin d'œil à Monite, hein, Venator. Le deuxième épisode, j'ai moins bien aimé que le premier parce qu'il y avait trop de trucs un peu trop bizarres, trop poétiques. J'ai trouvé trop poétique l'épisode. Et là, le troisième, là pour moi, ça a été plus catastrophique que les 2 autres. Bien, d'accord. Edouard, est-ce que tu partages ? Pour cet épisode, je suis un peu mitigé. Pour moi, il avait beaucoup d'éléments qui étaient censés m'intéresser. Je vais pas entrer en détail, on va le faire tout à l'heure, mais bon, c'est un gros fail sur bon nombre de points. Et c'est assez frustrant. Il y avait beaucoup de choses qui étaient assez originales par rapport à d'autres docu-fictions qui auraient dû marcher. Et là, je suis assez déçu. Il y a quand même quelques bons points notables. Tout n'est pas acheté. Mais là, pour le coup, on a atteint des énormités vraiment terribles. Il y en a certaines, je ne comprends pas comment personne n'a pu dire quoi que ce soit là-dessus. C'est assez bizarre. Donc ouais, un ressenti un peu mitigé là-dessus. Douche froide, quoi. Ok, je vois. FL, à ton tour. Ouh là là, Fais comme concis, s'il te plaît. d'habitude, c'est très beau, mais encore une fois, il y a des choses à dire, donc on va en discuter. Oh là, très concis, effectivement. Karcha, vas-y, à toi. Alors la dernière fois, il a fallu un glaçon pour me calmer, là il va falloir un iceberg. Très certainement une des pires choses que j'ai vues cette année. Et quand je l'ai vu en VF, donc en VF j'ai préféré la VO, là je le place parce qu'on pourra peut-être pas le placer après. Mais c'est une purge, il y a encore moins de choses à sauver, donc parez-vous. Eh ben, et Venator, d'y voir. Je sais pas trop quoi dire de plus, à part que auparavant le docu faisait beaucoup d'erreurs sur le fond et pouvait potentiellement se rattraper sur la forme pour que ce soit quand même agréable à regarder. Et là, non, il s'est pas rattrapé sur la forme cette fois-ci. Il a fait des conneries sur la forme aussi bien que sur le fond. Je vois. Et ben moi, je vais être un peu l'avocat du diable de cet épisode parce que moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Pour moi, c'est mon préféré. J'ai trouvé que niveau spéculation, c'était quand même le moins lourd à ce niveau-là. Il y a de la spéculation abusive, certes, mais je trouve qu'elle est moins violente que dans les autres épisodes. Je pense notamment au deuxième épisode qui, pour moi, est le pire. Un truc que je dois bien noter, niveau scène et présentation de l'épisode, ça suit en fait le cours de la rivière, vu que c'est l'eau douce. On commence donc dans des endroits de type canyon, avec des cascades, bref, plutôt dans les montagnes. On descend ensuite dans des rivières, ça commence à stagner un peu, quand ça arrive en plaine, ça fait des marais, ça fait des plaines inondables, ça fait des choses comme ça. Ensuite, ça se calme encore plus, et ça fait des bancs de sable avec de l'eau.
Et à la fin, on finit donc avec les estuaires. Donc ça, c'est bien. J'ai trouvé un truc que j'ai trouvé bien. La construction de l'épisode suit le cours de la rivière et je vous propose donc de faire de même. Nous commencerons donc avec l'amont et Vélociraptor. On retrouve Vélociraptor dans cet épisode qui, au lieu d'affronter son ennemi de toujours qui est Protoceratops, a décidé d'aller chasser un ptérosaure dans son milieu naturel, des falaises escarpées. Alors, on nous montre et on nous dit que le Vélociraptor est un animal agile et qu'il arrive quand même à se débrouiller relativement bien sur ces falaises. Ils finissent par en attraper un et la femelle se barre avec dans une troupe de 3 Vélociraptors. Car oui, dans cet épisode, ils chassent en meute. Alors Eiffel, je sais que tu nous avais déjà raconté cette histoire de chasser en meute dans le dernier épisode. Pourquoi pas un petit rafraîchissement de mémoire? Alors pour faire très vite, donc classiquement les droméosaures sont petits, ils vont chasser en meute, comme les loups, les lions, enfin bref, analogie avec des mammifères actuels qui ont des vraies chasses coordonnées. Donc c'était ce qui avait été vendu pendant longtemps. Sauf que, bon, alors malgré le fait que déjà les informations paléontologiques, quand on les regardait en vrai, ça invitait à se poser des questions et à pas accepter ce modèle, ou à pas le considérer comme la chose ultra véridique mal nuancée. Grâce à une récente étude, avec l'outil géochimique sur des dents de Deinonychus, on a pu vérifier et tester le fait que finalement, non, il n'y a pas de meute puisque les jeunes ne se nourrissaient pas des mêmes choses que les adultes, parce qu'il y avait 2 signatures chimiques différentes. Or, Deinonychus, c'est rigolo parce que c'est un peu de cette espèce qu'en fait est venue cette idée des raptors en meute et qu'on a ensuite inféré à tous ses cousins. Donc par conséquent, infirmer Deinonychus, c'est un peu l'infirmer pour tout le monde. Voilà, on va laisser ça de côté. Alors là, pour ce qui est de cet épisode, on va en reparler après de ce qui se passe, mais en gros, voilà, donc pour l'instant, il vaut mieux considérer que non, les raptors ne chassent pas en meute, et pour l'instant, c'est ce que nous montre la paléontologie. Ils ne font pas des meutes coordonnées. D'accord. Alors, ce que j'avais compris dans cet épisode, c'est que c'est une troupe de 3 vélociraptors, entre guillemets, de nature solitaire, qui se regroupent dans un endroit avec pas mal de proies pour les chasser. Tu penses que ça, c'est un peu plus plausible? Tu sais que ça arrive notamment un attroupement de crocodiles, qui sont en général, ma foi, solitaires, pour chasser les gnous lors de la saison de la migration. Est-ce que c'est une analogie pertinente avec les vélociraptors qu'on a là? Pour moi, oui, avec du recul en ayant re-regardé l'épisode, oui. Pour moi, ça va. C'est pas, voilà, ils sont pas coordonnés pour une grosse proie. Ils sont juste ensemble pour aller dans une zone où il y a de la nourriture. Et effectivement, après, ils chassent pas ensemble. Donc, l'analogie avec les crocodiles, notamment du Nil, bien sûr. Je pense que c'est l'analogie moderne qui est la plus facile à faire comprendre aux gens parce qu'il y a eu beaucoup de documentaires sur justement les crocodiles du Nil en Afrique, et on voit très bien que les animaux sont souvent ensemble, et que quand il y en a un qui attrape quelque chose, ils viennent tous manger, ou alors juste ils sont tous au même endroit et chacun va s'attraper son petit truc à manger, ce qui est plus là le cas de l'épisode pour les vélociraptors, hein. Effectivement, ils sont ensemble et ensuite ils vont manger, voilà. Chacun ils cherchent leur proie, ils sont pas là à être en mode à vouloir aider le copain à piéger tel ou tel ptérosaure. Non, c'est juste, voilà, ils sont juste ensemble. Et d'ailleurs, alors pour le coup là, je tiens à le souligner parce que comme à chaque fois, donc le consultant principal Darren Naish avait fait un thread sur Twitter, et ça c'est quelque chose qu'il a tenu à préciser dans son thread. Et donc je pense que le fait que là on en parle et que c'est ce qu'on a ressenti ou compris, c'est bien. Il a vraiment fait un tweet que sur ça pour bien dire il ne chasse pas en meute. Je crois que de mémoire il avait dit chasser en groupe. Allez vérifier ceux qui veulent, mais grosso modo c'est ça. C'était, voilà, il tenait vraiment à dire c'est pas une chasse en meute, ils sont juste là ensemble. Donc je pense que oui, c'est bien restitué. L'analogie avec le crocodile, complètement, c'est la plus simple, voilà. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler une fausse meute ou chasse de groupe. Ça marcherait aussi, tiens, d'ailleurs, pour vulgariser le truc, voilà. D'accord. Mais c'est pas une meute. Il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de chef, il n'y a pas, voilà. Voilà, d'accord. Il me semble qu'on avait vu ça aussi chez les oiseaux de proie, mais ça c'est des exemples un peu plus épars. Merci Eiffel. Et maintenant, on va continuer sur Vélociraptor avec notamment son sens de l'équilibre. Alors c'est une scène qui vous a tous ici un peu vraiment refroidi, hein, si je m'abuse. Et notamment Edouard a quelque chose à dire sur ça.
notamment sur le fait que sa queue avec des plumes l'aide à tomber. Allez, développe-nous, Edouard. Non, alors c'est juste c'est un ressenti personnel. Alors j'ai quand même cherché voir s'il y avait quelque chose de pertinent à ce sujet, que ce soit pour Vélociraptor ou pour des animaux modernes. J'ai pas trouvé grand chose de probant, à vrai dire. Alors, je remets dans le contexte vite fait, mais on a Vélociraptor qui dévale des falaises escarpées vraiment très pentues, hein, les alpinistes en sueur, et il dévale comme ça, comme en faisant du ski, parce que la queue en fait est censée l'aider à se rattraper. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a des plumes. Enfin. J'ai vu ça, j'étais à deux doigts d'arrêter l'épisode, je me suis dit déjà ça m'énerve quoi. Enfin, c'est encore une fois une justification de pourquoi on a fait ce choix-là, avec un truc que je trouve vraiment pas nécessaire. Quand bien même déjà ça aurait pu l'aider, admettons. Je pense qu'il y a infiniment d'autres fonctions à quoi elle aurait pu servir à part celle-là. Donc, franchement, c'est une scène que j'ai trouvé pas du tout crédible. Et le commentaire du narrateur qui dit que cette queue sert à se rattraper, j'ai vraiment, j'ai pas compris le choix qui était derrière. Ça m'a un peu, ça m'a refroidi, vraiment. D'accord. Si je peux me permettre un tout petit truc, Edouard, je sais pas ce que t'en penses, c'est un peu en question aussi pour toi, Edouard, mais sans être méchant, moi j'aurais bien aimé que justement le Vélociraptor qui tombe, justement, il meurt, parce que déjà il a un squelette quand même qui est alors fragile, même s'il tente d'amortir tout ce qui veut de la chute, on le fait quand même tomber d'une falaise, donc devrait y avoir des dégâts. Les os ils sont pas, voilà, ils sont bien fragiles quand même. Encore une fois, je pense que l'amorti était à tempérer. Et de deux, parce que dans la nature, les prédateurs, des fois, ils se plantent, et des fois, ils se plantent tellement qu'ils meurent. Et donc, justement, Préhistoric Planet qui veut faire comme si c'était vrai, c'est bien de montrer des prédateurs qui meurent en tentant d'attraper leur proie, parce que c'est dans la nature. Ça, c'est la réalité, ça s'observe. Je suis entièrement d'accord, en fait. C'est là où je trouve pas ça crédible, c'est qu'on dirait que c'est prévu. Quand j'ai vu qu'ils allaient chasser dans des falaises qui ressemblaient à ça, je me suis dit, je sais pas ce qui se passe avec ces vélociraptors. J'espère qu'ils sont sûrs de leur coup. Parce que, ok. Et alors, ouais, non, franchement, à la rigueur, la voir justement se ratale, pour parler un peu familièrement, ouais, ça aurait été justement peut-être plus intéressant, en se disant que, c'était un mauvais plan, quoi. À la rigueur, et en disant que justement, les prédateurs, quand ils... C'est pas une vie facile, hein, d'être un prédateur. On a toujours l'impression, quand c'est Jurassic Park, ouais, les carnivores, ouais, ils sont trop bien parce qu'ils mangent tout le monde, c'est les rois. Ouais, non, mais c'est pas facile de chasser. Tu t'exposes constamment au danger à chaque fois que tu fais ça. Donc c'est vrai que là, ouais, je suis assez d'accord avec toi, je pense que ça aurait été plus intéressant à la rigueur. Effectivement. Alors, Karcha, me semble-t-il, as-tu un mot à dire sur ça? Tout a été dit, mais j'ai pas grand chose à rajouter à part que cette scène, c'est très certainement maintenant la pire de tous les épisodes. Quand t'es un raptor, je veux bien qu'il y ait des proies, mais prendre le risque de crever pour aller chercher un ou deux ptérosaures, alors que tu pourrais aller les chercher quand ils sont posés autre part. À un moment donné, il faut réfléchir 5 minutes dans sa tête. Je veux bien que ça soit un raptor, etc., mais je pense qu'il peut réfléchir 2 secondes. Et puis le fait qu'après il tombe, il fait quand même une chute assez brutale, surtout que c'est des cailloux, et dans mes souvenirs, en plus il tombe sur la colonne. Au pire, s'il est pas mort, il se relève pas. Et là, le truc, il se relève automatiquement. Non, enfin, c'est... À un moment donné, je veux bien qu'ils veulent faire un truc un peu pour les gosses, qui est pas forcément de mort en écran, etc. Voilà, c'est pas forcément la mort la plus dure du monde. Il tombe, t'es pas obligé de mettre une giclée de sang, il tombe, il meurt. Voilà, c'est tout. Sachant qu'ils avaient fait ça dans l'épisode 2 avec le Barbarilactilus quand il se crache. Oui, après, on va dire que vu que c'est Raptor, je pense qu'il y a plus d'attache, certainement. Peut-être l'effet Blue, vu que les gens aiment bien les Raptors, ils ont pas forcément envie de les voir mourir, je sais pas si c'est ça ou pas. Et peut-être que c'est un animal auquel on s'attache plus, mais là je vois pas l'intérêt de pas le tuer. Il faut aussi montrer que dans la nature, il n'y a pas que les proies qui se font tuer. À un moment donné, c'est aussi les prédateurs qu'on prenne plein leur gueule. Cette scène-là, il n'y a vraiment rien qui va. Par contre, je tiens à préciser qu'en français, il dit la même chose qu'en anglais. Donc sur ça, il n'y a pas trop de différence. Et au moins, la version française rend la scène un peu drôle parce que cette scène déjà est totalement débile. Donc mettre un truc sérieux dedans, sachant qu'il n'y a rien qui va dedans, je préfère avoir un truc un peu drôle plutôt que David Attenborough qui me raconte sa vie à l'hospice pendant 40 ans. Donc voilà, cette scène n'a strictement rien à faire là. On aurait clairement pu se passer des Vélociraptors. Voilà, rien à dire, cette scène-là c'est moins 4 sur 20. Eh bien, alors, FL, un petit mot de la fin peut-être sur cette scène avant qu'on passe?
Oui, alors juste parce que c'est intéressant d'un côté qui montre le fait que Vélociraptor va manger donc un Asdarchidé, Pterosaure, parce qu'on a eu en 2012 une étude qui justement nous parlait de ça, de restes d'Asdarchidés consommés par Vélociraptor. Sauf que, et c'est là où je vais rejoindre Karfa dans le sens, c'est assez quand même plutôt mauvais, c'est que ce reste d'Asdarchidés, l'étude en fait de ces os montre quand c'était un Asdarchidé déjà mort. Le Vélociraptor est allé consommer une carcasse d'Asdarchidé, il n'est pas allé chasser un Asdarchidé vivant. Et cette publication était d'autant plus intéressante que, au passage, elle avait tenté d'un peu réévaluer justement le comportement alimentaire de Vélociraptor, mais aussi des droméosauridés. Et cette étude avait notamment conclu que, par le passé, on avait un peu trop tendance à considérer à tort les Vélociraptors uniquement comme des prédateurs purs, sauf que l'ensemble des fossiles disponibles et des études du coup taphonomique qu'on a pu faire tendent au contraire à montrer qu'ils ont eu un rôle très important dans les écosystèmes en tant justement que charognards. Donc ça, je pense que c'est un point où Préhistorique Planet a particulièrement raté le coche. C'était justement de casser cette image des droméosaures et notamment de Vélociraptor en tant que full prédateur, alors qu'au contraire, la consommation de carcasses, c'était une activité qui avait l'air d'être très fréquente dans leur alimentation. Et moi d'ailleurs, c'est une raison qui a fait que cette année, c'est la petite parenthèse, mais quand je parle aux gens des droméosaures et quand j'en ai redessiné, je me suis inspiré plutôt de vautours. Parce que je trouve ça en fait vachement cool, cette vision de Vélociraptor et d'autres droméosaures plutôt charognards. Et surtout, il y a des éléments derrière qui soutiennent ça. Je vois. Et ben justement, donc, si vous voulez dessiner des droméosauridés en vautours, c'est valable. Hein, les vautours ont un mode de vie similaire aux droméosauridés sur certains aspects. Tout ce qu'il faut, c'est que s'ils tombent, il faut les faire morts. Ne faites pas vivre. La gravité doit faire son effet. Alors restons en amont, mais descendons un peu plus loin dans la rivière. On retrouve notre ami Tyrannosaurus Rex. Alors, je sais pas si c'est Hank, donc celui du premier, mais en tout cas, on retrouve un Tyrannosaurus blessé. Il est vieux, il a des blessures de guerre, dont une qui est particulièrement récente et profonde. Il s'en va donc à la rivière pour la nettoyer. Et surprise, un autre tyrannosaure arrive. Mais c'est une femelle, bien plus jeune que lui, qui arrive. Ça reste une rivale, mais pourtant, ça n'empêche pas le tyrannosaure de commencer à la séduire. D'une manière relativement particulière, dirons-nous, en lui exposant notamment son ventre, qui n'est pas mou pour le coup. Bon, la femelle accepte, et ils vont ensuite faire le miracle de la vie derrière des branches. Alors, revenons à Karchan Ossif, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette parade? On commence par quoi, le mauvais ou le mauvais? Le mauvais, vas-y. Non, en vrai, plus sérieusement, on retrouve encore une fois la thématique un peu de la famille, un peu de la séduction, voilà, dans cet épisode-là. Bon, c'est quand même quelque chose qui avait été qui est pratiquement toujours abordé quand il y a du T-Rex. Ça avait déjà été fait par exemple sur la Terre des dinosaures. Bon, là, c'est un peu différent. On a la phase de séduction qui est différente. Pourquoi pas? Je dis pourquoi pas, c'est cool, ça permet de montrer le T-Rex dans d'autres choses que il mange ou il chasse, c'est pas mal. Le gros problème que j'ai avec ça, c'est que comme tu l'as dit, un T-Rex femelle reste un rival. C'est potentiellement, sachant que t'es blessé, t'es un peu quand même affaibli, t'es une proie plutôt facile, il n'y a pas zéro chance qu'elle ne t'attaque pas. Là, le gros problème, c'est que, comme un animal qui le fera dans un épisode après, il va un peu s'ériger sur ses pattes pour montrer son ventre, mais surtout son cou, pour séduire la femelle. Alors moi, si je suis une femelle qui a faim et qui n'est potentiellement pas intéressée par le bougre qui est devant moi, je vais l'attaquer à la gorge et je vais le tuer. J'ai aucune raison de ne pas le faire. Sachant que le T-Rex mâle n'a aucune idée des intentions de la femelle. Il n'y a pas de signe qui montre qu'elle a envie de s'accoupler. Donc là, à part si le T-Rex n'a aucun instinct de survie, ou alors si la blessure l'a vraiment sonné comme pas possible, son comportement n'est pas très très intelligent pour un instinct de survie. Enfin, je trouve ça très tiré par les cheveux. Surtout que, par le miracle, ça marche. D'ailleurs, il n'a pas fait grand-chose, mais la femelle, elle se dit « Ok, il est cool. Allez, viens, on va faire des bébés. » Un peu simple comme parade, sachant qu'il n'y a rien sur le T-Rex qui peut séduire, là, à part peut-être sa taille. Il me semble que Tyrannosaurus Rex, surtout les mâles, il y a un dimorphisme sexuel entre les mâles et les femelles,
où les mâles tyrannosaures ont des petites excroissances de kératine sur le visage plus développées que chez les femelles, là où les femelles sont normalement plus grandes que les mâles. Justement, en fait, ça, effectivement, mais le problème, c'est qu'il lève la tête. Donc la femelle ne le voit pas. Alors là, je vous dis Donc, objection, au pire, votre honneur, non. Je suis désolé. Bah voilà, ouais, même si ça existe, en tout cas, c'est débile. Mais... On n'a pas de le seul dimorphisme qui est explicité, et encore, il y a un peu de débat, c'est la possession d'un tissu osseux particulier qu'on appelle l'os médulaire. Qu'on retrouve dans notamment les fémurs, en fait, des femelles qui vont accumuler le calcium pour la coquille. C'est le seul dimorphisme qu'il y a. En termes osseux, sur le crâne de T-Rex, il n'y a aucun dimorphisme sexuel. Et ça a été notamment démontré en 2020 par une fantastique étude de Thomas Carr sur la croissance des T-Rex et la morphologie de leur crâne. Pas de dimorphisme à ce niveau-là. Ok, donc Nico, tu essaies de saboter l'épisode alors qu'il est déjà dans le caca, toi. Okay, alors par contre... Non. Mais par contre, un truc qui peut aller dans le sens de Nico, mais là on peut pas avoir de preuves, c'est une étude, pareil, qui doit dater de 1 ou 2 ans, mais là j'ai plus l'année en tête. En fait, ça s'était intéressé aux crocodiliens de maintenant. Donc vous aviez notamment le gavial. Le mâle, il a un dimorphisme sexuel assez marqué. Il a une grosse bosse sur le bout du museau. Les chercheurs se sont rendus compte qu'en fait, de cette grosse bosse qu'il a au bout du museau, le gavial mâle, il n'y a aucune trace sur ses os. Peut-être que, comme tout de même, T-Rex, il a une grosse tête qui est voyante. Peut-être que les mâles, ils avaient des apparats dessus. Mais peut-être que ces apparats ne peuvent pas se fossiliser, à l'instar de la bosse du gavial de maintenant. C'est possible. C'est peut-être, mais c'est pas démontré. Et encore une fois, pour l'instant, on peut pas dire un T-Rex, c'est un garçon, c'est une fille, sauf si on lui coupe son fémur. Mais là, après, le problème, c'est que je l'ai pas vu. Enfin, j'ai pas vu de différence entre le mâle et la femelle dans Préhistorique Planet. Par peut-être la taille, et encore, je suis même pas sûr. Je crois que si, peut-être un peu la taille. Mais le problème, c'est que le mâle est plus gros, mais parce qu'il est plus vieux. Voilà. Mais imaginons, c'est vraiment ça. Bah du coup, le T-Rex, il a encore moins intérêt à lever la tête pour pas qu'on voit justement cette bosse sur le museau. Donc là, il y a vraiment rien qui va. Et bon, après, ils vont faire le miracle de la vie. Et alors ça, c'est un problème qui va surtout être développé après avec Quetzalcoatlus, donc ça sera fait par Nico Edouard Eiffel. Mais ils te sortent des chiffres. Alors je les ai plus sous les yeux s'il y en a qui les ont. Ils te sortent des chiffres pour le nombre de bébés faits par les T-Rex. Peut-être une quinzaine, il me semble. Et il s'accouple plusieurs fois en plus. Ça, ils le disent dans le documentaire, il s'accouple plusieurs fois par jour. Alors je sais que ça, je vois l'analogie avec le lion. Hein. Les lions, ils se reproduisent quand même, ma foi, relativement régulièrement pour vraiment assurer la descendance. Mais là, quand même. Là, c'est un peu gros, surtout que bon, le T-Rex déjà, il est pas très très en forme là, donc il y a vraiment des trucs bizarres et ces chiffres-là, je trouve qu'ils les sortent un petit peu de leur derrière. Il y a rien il y a pas de source encore une fois, donc ça on peut rien dire. Mais bon, voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour pas prendre plus de paroles. Mais cette partie-là aurait pu être très sympa. Elle est gâchée par ils ont essayé de faire la même chose que le Carnot avec le fait qu'il est bon. Heureusement, il écarte pas les bras. Hein, il a pas fait Jésus, mais il y a vraiment rien qui va là-dedans. Pour moi, cette scène-là, elle est moins bien que celle de l'épisode 1. D'accord. Quelque chose à rajouter ? Moi, je corrobore ce que Karchai dit aussi. Lever la tête comme il l'a fait pour impressionner la femelle, c'est exposer son cou, donc les artères principales du cou, vitales. Et si la femelle elle n'aurait pas été OK pour faire une affaire avec lui, le T-Rex aurait été directement exposé à une morsure. C'est pas une bonne idée. Bon, eh bien merci. Donc, nous arrivons donc dans la formation de Nemegt, Mongolie, dans une zone de plaine inondable, où donc poussent, lors des saisons des pluies, des algues, dont se nourrit une créature que ça fait quand même plaisir de voir, Deinocheirus mirificus. Alors le bonhomme est tranquillement en train de se balader dans ce marais, à manger, mais des petits insectes perturbateurs lui tournent autour de la tête. Ce sont des tans, hein, et il faut donc trouver un moyen de les enlever. Ça tombe bien, un vieil arbre est à côté, c'est pratique, il se gratte. Une fois ce travail fait, il va donc faire ressortir les nutriments de l'autre côté. Je vais peut-être pas développer sur ces sujets, vous avez tous bien en tête ce qui se passe. Val, on t'a entendu un peu tout à l'heure, mais est-ce que tu pourrais nous redonner ta voix sur ce que tu as pensé de cette scène de Deinocheirus ? Moi j'ai retenu surtout la scène où il défèque parce que c'est un peu dans l'ambiance de l'épisode. Enfin bref, j'ai bien aimé le voir parce que il a été notamment décrit par une paléontologue qui s'appelle Alska Osmolska, qui a décrit pas mal d'oviraptors dont je suis fan, donc forcément ça fait plaisir de le voir.
Et effectivement, l'environnement est assez intéressant pour cet animal. Il y a également un plumage très développé. Alors, ça me faisait peut-être plus penser à un dinosaure rasta, mais après, ce qu'il en est sur les plumes, je pense que je laisserai quelqu'un de plus compétent que moi d'en parler pour cet animal, parce que j'ai pas plus d'infos. Et pour ce qui est des griffes, en fait, la voix off dit à un moment qu'il utilise ses griffes de la patte avant pour faire remonter les algues vers le haut de l'eau pour pouvoir les brouter plus facilement. Alors de ce que j'ai vu et lu, je n'ai pas vu de telles théories dans le milieu scientifique. Là, si on regarde, vite fait, des hypothèses qui ont été faites dans les années 80 par un paléontologue nommé Paul qui avait dit qu'il utilisait ses griffes et ses bras comme moyen de défense, qui sont effectivement très démesurés pour cet animal. Et d'un autre paléontologue russe, cette fois Rodezhsky, enfin bref, un nom impossible à prononcer, il a carrément proposé que c'était un animal grimpeur. Bon, là je rigole, mais franchement, honnêtement, il n'y a peut-être pas de source scientifique à ma connaissance sur cet aspect-là de l'utilisation des griffes, mais je trouvais l'idée très intéressante, donc pourquoi pas. Ouais, je vois. Alors, moi, Denokerus, c'est une scène que j'ai beaucoup aimée. Au début, j'avais peur de cette scène, je vous le dis, car je n'arrêtais pas de voir sur le magnifique réseau social qui est Twitter, bien sûr, des faux avis, notamment pour le niveau caca, où, selon ce que j'ai vu, il secouait la queue violemment, comme les hippopotames, pour vraiment bien élargir le truc. J'ai eu peur, j'ai vu le documentaire, et j'ai été bien rassuré, parce qu'en fait, il lâche, et il balaye un peu la queue, tu sais, comme un dinosaure balayerait la queue parce qu'il a envie de le faire. Qui au hasard éparpillerait le machin. Globalement, j'ai beaucoup aimé cette scène. Il est juste tranquillement là, il mange, il est mouillé, il est tranquille, il fleurit dans cet environnement relativement lacustre. J'aime bien comment il est fait aussi, ses couleurs qu'il porte et juste son plumage. Alors, Denokerus est un ornithomimosaure, je sais plus, dont font partie les dinosaures autruches un peu plus classiques, comme Gallimimus par exemple. Et on a fortement tendance à représenter tout ce petit beau monde avec des plumes. Alors, Denokerus, j'ai vu quelque part qu'il en avait sur les bras, au bout de la queue et peut-être sur sa bosse, et un peu sur sa tête. Mais j'en connais un ici qui en parlera mieux que moi. Allez, vas-y, prends la parole. Rebonjour, ça va être le relou de service. Non, c'est juste au montage, c'est chiant. Non, t'inquiète. Alors, ce cher Denokerus et des plumes, alors comme tu l'as dit, donc c'est un Ornithomimosauria. Donc voilà, c'est les cousins de Gallimimus et compagnie. Alors sur les ornithomimosaures, notamment nord-américains, on a des traces, on a une bonne idée plumage qu'ils pouvaient avoir. Sauf que là, Denokerus, on est sur un autre modèle. Là, on est sur du tripixel. Donc déjà là, ça change la donne parce que va y avoir donc la surface de l'animal qui entre en jeu. Il y a aussi son environnement. Alors même si par moment il semblerait que il ait fait un petit peu froid, ce qu'il faut plutôt prendre en compte, c'est le couvert forestier de Nemegt. Nemegt, vraisemblablement, c'était pas le désert, hein, c'était quand même bien végétalisé, notamment avec de la haute végétation. Alors du coup, lorsqu'on prend tout ça en compte, moi je trouve, alors là c'est à titre personnel, lorsqu'on prend un peu toutes les publications, il y a notamment le groupe alors des tyrannosaures, hein, donc les tyrannosauroïdes, où on s'est intéressé justement à l'évolution au cours du temps dans le groupe, du fait de posséder ou pas des plumes sur le corps. Et on voit que même si les environnements ils sont un peu froids, parce que notamment El Creek en Amérique du Nord il fait un peu froid par moment, T-Rex apparemment il s'en sort très bien. Donc pour Denokerus, ça mène à la question suivante. Il est grand comme T-Rex, il fait un peu froid, mais pas tant que ça non plus, hein, là où il vit à Nemegt. Donc sur ces bases-là, moi je tendrais plutôt à dire il lui faut pas beaucoup de plumes. Après, il y a cet autre point où il est quand même dans un environnement qui était peut-être couvert. Et ça, on sait si on regarde des grands mammifères de maintenant, par exemple notamment des rhinocéros asiatiques. Les rhinocéros asiatiques ont plus de poils que ceux d'Afrique qui vivent dans des terrains ouverts. Et donc là, ça c'est malheureusement quelque chose qu'on peut pas savoir pour Denokerus, mais en fait c'est à quel point justement est-ce qu'il vivait plus dans un milieu ouvert ou fermé. S'il vivait plus dans un milieu fermé, il peut effectivement tout de même avoir sur le corps, je pense que c'est pas dérangeant, quelques plumes. Alors pas autant
qu'un mode Rasta, comme l'a dit Val. Mais un petit peu. Moi, je pense tout de même que Prehistoric Planet a fait beaucoup trop là, de plumes sur leur Deinocheirus. Voilà, je pense qu'il y ait des plumes, pourquoi pas, mais là, il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup trop, quoi. Voilà, et moi je les trouve surtout très longues ces plumes, c'est vraiment une vraie toison en fait. J'aime bien Deinocheirus avec des plumes partout, mais des plumes fines. Alors des plumes un peu filamenteuses, mais des plumes surtout fines. Et un truc quand même relativement ras sur la plupart de son corps. Comme ça, il a pas trop chaud, et il est quand même assez joli. Et il y a autre chose aussi par rapport à ça, c'est que les plumes sont très épaisses, très longues. Pour un animal estimé à 6 tonnes, dans les estimations globales, un pelage aussi dense, aussi long, et en plus humide, mouillé, parce qu'il est carrément montré dans l'eau, ça rajoute du poids tout ça. Et je suis pas convaincu qu'un tel animal, une fois mouillé, pourrait tenir sur ses pattes convenablement, quoi. Je sais pas. Ouais, effectivement, je reçois je reçois effectivement cet argument. Quelqu'un a encore un petit dernier truc sur Deinocheirus ou on passe? Ouais, j'avais noté un truc sur la musique Excuse-moi. qui était super épique, voire comique lorsqu'il se gratte. Je l'ai trouvé un peu inapproprié à la scène. Mais bon, ok, point, quoi. Alors, j'ai vu cette scène avec la musique de Shrek, ça passe très très bien aussi. Clairement, je sais pas laquelle est mieux après tout. Moi, je sais pas, mais Hans Zimmer, il a fait des trucs bizarres sur cet épisode. Mais Ouais, non, je tiens juste à renoter ce qu'a dit Val, et par contre, ça, c'est un point positif que j'ai trouvé à l'épisode, c'est que même si la spéculation sur les griffes des Deinocheirus ne repose sur rien, on va dire qu'au moins, c'est logique. Et bon, ça, je le salue quand même. Ça sera mon premier point positif de l'épisode. Notez-le bien et gardez-le en tête, ça sera peut-être le dernier. Ah bah, j'allais demander, serait-ce le seul? Ah bah, il nous a teasé un peu le truc. Donc, nous continuons notre journée sur le fleuve vers une forêt marécageuse d'Afrique du Sud, où un animal qui n'a rien à faire là-bas vient se poser et élever ses petits, Quetzalcoatlus. Alors on suit donc une femelle qui débarque dans cet environnement lacustre pour donc y déposer des œufs de manière relativement périodique dans un endroit particulièrement propice. Elle va donc essayer de s'en occuper comme elle peut. Malheureusement, son nid va se faire saccager par une femelle rivale et seulement 3 œufs vont tenir le coup. Alors Edouard, toi qui es un grand fan de ptérosaures, j'en sais absolument rien, tu as notamment quelque chose à dire sur la manière dont cet animal gigantesque bouge. Alors oui, j'ai plusieurs petites choses à dire. Alors comme tu le dis, bon, en soi j'aime bien Quetzalcoatlus, j'aime bien les os d'Archidée, je trouve qu'ils ont vraiment un physique assez particulier. Ils sont super. J'avais bien aimé justement le Phosphato Draco dans le premier épisode, qui avait une petite mise en scène quand même que j'avais bien aimé. En ce qui concerne le Quetzalcoatlus, il est globalement, je trouve, bien fait, ça va, enfin en termes de forme. Après, bon, ils ont mis une petite fourrure, bon, ok, enfin si vous voulez, moi je vais pas m'exprimer là-dessus, j'ai pas trop de sources là-dessus, donc je vais pas me casser les dents sur ce sujet-là. Par contre, en ce qui concerne donc les mouvements de l'animal, il y a 2 choses. Je vais dire un truc positif et un truc négatif, donc je vais quand même peut-être commencer par le positif, pour une fois que j'en fais, mais c'est important de le reconnaître. L'animal, on le voit atterrir et décoller dans cet épisode, et ce qui est très intéressant, c'est que on voit une illustration dans un docu-fiction de travaux qui ont été relayés par les scientifiques, des travaux de modélisation, que j'ai vu beaucoup passer, en fait, repartagés par Twitter, notamment, par des paléontologues surtout américains, et qui justement montraient comment devait décoller ce genre de ptérosaure, donc c'est-à-dire en s'élançant vers l'avant sur leurs bras, puis ensuite en déployant les ailes dans la foulée quand les ailes repartent vers l'arrière. Ça, j'ai trouvé ça bien de le représenter, c'était assez crédible, ça c'était cool. Bon, après, l'atterrissage est bien fait aussi, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai quelques petits problèmes avec plusieurs choses. Déjà, qu'est-ce qu'il fait là? Alors, je veux bien qu'il se recule dans un milieu propice à ces petits, parce que justement, il précise que la femelle ne va pas les élever, elle les garde juste à l'éclosion. Un peu comme le Dimétrodon de la Walking Weave, il me semble, qui faisait à peu près pareil, qui gardait les œufs jusqu'à l'éclosion, et ensuite, dès que c'était fini, chacun pour soi. C'est la même stratégie, donc pourquoi pas. Le faire du coup dans une forêt, c'est logique, mais le problème c'est qu'on voit très clairement que l'animal n'est pas du tout adapté à ce genre d'environnement. Ça peut être intéressant, mais le problème c'est que le documentaire n'insiste pas trop sur ce point et a l'air en fait de faire comme si c'était pas grave. Le décollage justement est bien, mais en fait il y a un énorme arbre
devant. Et j'avoue que je sens un Quetzalcoatlus de 12 mètres d'envergure. Il y a 2 arbres qui sont à peu près espacés de 14 mètres. Je ne tenterai pas le coup. Franchement, Faut pas s'y casser un ongle, quoi. voilà, franchement, je ne tenterai pas le coup. J'aurais un peu peur. Donc, en plus, le pire, c'est qu'il s'élance pépère. Il bat un peu des ailes, hein, tranquille, hein, vraiment. C'est violent, hein, par contre, les ailes. Ouais, voilà, c'est violent. C'est du genre, t'es à côté, bon, tu le sens, quoi, le truc qu'il fait. Donc, bon, moi, à sa place, je m'y serais pas risqué. Et même, il s'élève et tout, avec les arbres, du coup, de mangrove, si je me trompe pas, ça peut s'appeler à peu près comme ça. Et ouais, non, pour le coup, je me suis dit, bon, il a pas peur, quoi. C'est pareil dans la forêt où, effectivement, il a quand même... Bah, il est clairement pas adapté à ce milieu, et justement, bon, ce qui est intéressant, c'est que par contre, il a dû aller se déplacer pour aller chercher à manger. C'était plutôt bien, et justement, bah, ça a offert une opportunité à sa rivale. Ça, je trouve ça plutôt pas mal, hein, assez dramatique d'ailleurs. C'était... Franchement, il y avait des bonnes idées. Et en ce qui concerne les mouvements, bah, surtout pour le décollage et l'atterrissage, bah, c'était vraiment très intéressant de voir ça dans un docu-fiction. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. D'accord. Alors, je vais rajouter un peu dessus. Moi, la scène du Quetzalcoatlus, j'ai bien aimé, hein, globalement, cette scène. Elle était sympathique avec la mère qui défend ses œufs. Alors, justement, on voit après un bébé. On peut se dire, tiens, il a éclos, tiens, le petit Quetzalcoatlus, donc pourquoi pas. Globalement, le mouvement, c'est cool. Alors, déjà, je remercie le documentaire d'avoir fait Quetzalcoatlus un peu plus terrestre que les autres ptérosaures. Je suppose notamment que les grands astarchidés, dont Quetzalcoatlus, Vatségoptérix et compagnie faisaient partie, étaient bien adaptés au milieu terrestre et du coup chassaient un peu comme les grues et les cigognes. Vous savez, marcher comme ça dans les champs, si vous envoyez autour de la route, et à piquer du bec. S'il trouve une bestiole qui passe, bon, les cigognes c'est des grenouilles, les Quetzalcoatlus c'est des dinosaures. Et moi le décollage aussi, alors autant le décollage avec les bras c'était cool, autant le reste moins. Alors voilà, des marabouts géants, on me dit dans l'oreillette, c'est vrai, c'est effectivement ce qui s'en rapproche bien. Mais non, moi ce qui me dérange avec le décollage, c'est autant les bras c'est cool, autant battre des ailes comme il fait c'est pas bon. Alors déjà, je suis pas sûr que la mobilité des ailes des ptérosaures fonctionne comme ça, encore moins Quetzalcoatlus. Car si j'ai bien suivi les études et les recherches que j'ai fait sur les ptérosaures, lors notamment de ma vidéo pour Pteranodon, plus le ptérosaure est grand, plus c'est compliqué de battre des ailes forts et plus c'est compliqué de les battre longtemps. Du coup, vraiment faire des grands mouvements pendant plusieurs minutes, plusieurs secondes, ça doit demander un effort musculaire terrible et je suis pas sûr qu'il décolle extrêmement haut. Hein, parce qu'il faut bien sûr des courants ascendants pour l'aider à s'élever. Là-dessus, justement, bah, pour renchérir là-dessus, sur ce que tu dis, c'est même plutôt logique, on peut avoir un effet physique assez intuitif. C'est que forcément, plus le ptérosaure est grand, plus son envergure est grande, mais du coup, plus la surface des ailes est grande, et du coup, il y a le terme surface qui augmente, et ça, bah, en fait, c'est un obstacle à la force musculaire du ptérosaure. Et donc, il faudrait qu'il ait des bras plus gros. Or, bah forcément, bah, par effet de paire, tu peux pas avoir les bras plus gros, sinon tu peux plus voler. Donc, c'est pour ça que c'est assez compliqué quand t'es un grand ptérosaure de battre des ailes, parce qu'en fait, comme la surface augmente et que c'est un obstacle justement à l'air, et que t'es censé planer, c'est assez compliqué. Et du coup, tu demandes plus de force musculaire. D'accord, je vois. Me semble-t-il, il y a encore quelqu'un qui doit rajouter à cette scène, que j'ai mal noté. FL, c'est pas toi qui voulais en parler ? Non, bah, vous avez très bien dit beaucoup de choses. Moi, juste, effectivement, j'aurais peut-être aimé qu'il détaille un peu plus, en fait, le décollage. Et avec un meilleur décor aussi, du coup, comme le soulignait Edouard. Même si ça, je l'avais plus du tout en tête. Non, mais moi, voilà, plutôt que la maman, en fait, moi, j'aurais plutôt aimé, justement, qu'il nous parle, en fait, vraiment, du décollage. Parce que, ben, encore une fois, c'est un mode de décollage qui est assez unique, qui a pas d'équivalent actuellement, là, dans la nature. Enfin, je crois pas. Donc je pense que ça aurait mérité que la narration s'attarde là-dessus, pour faire découvrir un peu plus ça aux gens. Et c'est dommage du coup qu'il l'ait pas fait, quoi. C'est juste montré en quelques secondes avec un petit fond musical et puis basta, au revoir. Voilà, il dit juste qu'elle doit aller chercher à manger. Je suis d'accord avec Eiffel, c'est surtout que là on a le même problème qu'avec le tyrannosaure justement, en montrant le comportement maternel du ptérosaure en l'occurrence, qui est assez détaillé. On nous parle de 2 œufs pondus à chaque fois. Puis après un laps de temps, histoire d'en refaire d'autres. Et en touche, il y en a 12, je crois, je ne sais plus. Enfin, c'est pareil, c'est très renseigné. Et là, pour le coup, c'est assez frustrant qu'il soit concentré là-dessus. Qui certes, c'est sympa, c'est quand même un comportement qui est, bon, j'imagine, assez réaliste, assez crédible. Mais
qui n'est pas sourcé, alors que les travaux scientifiques sur les décollages des ptérosaures sont, à mon sens, pour l'instant, en tout cas, il y a vraiment un engouement là-dedans, et il y a quand même des travaux qui corroborent certaines idées, et ça aurait été vachement plus intéressant, comme l'a dit Eiffel, de se concentrer peut-être là-dessus. Effectivement, que des bons points avancés ici. Et ça y est, là ça y est, c'est le moment de l'épisode où ça va vraiment partir. Le mastoc, on va parler de Masiakasaurus. Alors, on reste en Afrique du Sud, de Quetzalcoatlus en Afrique du Sud, moi ça m'a frappé, voyez-vous. Mais cette fois on part à Madagascar avec Masiakasaurus, dans un environnement de fleuve qui commence à ralentir, on est vraiment en aval, et justement sur des bancs de sable, nous découvrons une famille de Masiakasaurus qui est là pour chasser, se nourrir. Bon, notamment une mère, et c'est donc 3 petits qui vont se nourrir de quelque chose dont ils ne sont pas censés se nourrir de base, à savoir les crabes. Alors il y a des crabes un peu plus durs, des crabes un peu plus gros, qui vont notamment se défendre, et il y a des crabes plus petits qui vont cette fois aller plus vite. La mère va notamment se focaliser sur les grands, car grâce à ses dents, elle est censée mieux percer la carapace, et les petits, notamment un, va chasser les crabes un peu plus jeunes. Le problème, c'est que quand tu chasses, des fois tu fais pas attention à ce qui est autour, et quand tu es un bébé Masiakasaurus, il y a quand même des prédateurs, et le prédateur prend la forme d'une grosse grenouille, répondant au nom de Belzébuffo. Alors Venator, est-ce que tu peux déjà développer, toi qui es un grand fan de biologie marine, comme moi, tu as notamment quelque chose à dire sur la crabe et Belzébuffo? Je vais commencer à parler des crabes, mais je vais pas beaucoup en parler puisque Valéo, il a beaucoup de choses à dire sur les crabes et il saura très bien le faire parce qu'il sait parfaitement de quel crabe il s'agit. Ils ont fait le choix de mettre dans le documentaire des crabes qui existent actuellement pour ces scènes-là. Et le problème, c'est que ces crabes ne sont pas des crabes d'eau douce. Ce sont des crabes d'eau salée et ils les représentent dans le documentaire comme pouvant vivre en eau douce. Enfin bref, je laisserai Valio parler de ça de manière plus détaillée. Et qu'en est-il de Belzébuffo? Eh bien, Belzébuffo, je le trouve franchement très bien réussi au niveau de sa forme. Belzébuffo, dans ce documentaire, il est bien fait. Le problème, encore une fois, c'est les mouvements, puisque on le voit attraper un petit Masiakasaurus. C'est un bon clin d'œil, une bonne référence paléontologique. Ça, j'ai bien apprécié. Mais cette scène-là, elle est mise au ralenti, à peu près 3-4 fois moins rapide. Et moi, j'ai eu la curiosité de me dire, j'ai envie de remettre cette scène à sa vitesse d'origine. Et connaissant la taille du bestiau, à peu près, et étant donné que quand on le voit attaquer, pendant ce court moment, c'est pour ça qu'ils l'ont mis en ralenti, on voit l'eau gicler. Bon, on peut à peu près savoir à cette taille quelle est la vitesse de la physique de l'eau. Du coup, j'ai fait plusieurs tests en logiciel de montage et il fallait que j'accélère à peu près entre 3 et 4 fois pour que et une vitesse réaliste pour que ce soit à peu près la vitesse d'origine. Mais ceux qui ont fait la scène, quand je regarde cette scène à la vitesse originale entre guillemets, je me dis ceux qui ont fait cette scène, ils l'ont pas faite pour qu'on puisse la regarder en vitesse originale, puisque quand tu la regardes en vitesse originale, les mouvements de Belzébuffo, ils ont plus aucun sens. Les seuls mouvements qui ont un sens, c'est ceux de l'eau qui gicle. Donc j'imagine que ça, ils l'ont pas fait par ordinateur. Il y a même un moment où tu vois Belzébuffo claquer certaines de ses pattes contre le sol à une vitesse plutôt conséquente et se déplacer de manière... il a du mal à se déplacer, c'est normal, il n'est pas fait pour courir le bestiau, mais forcément lorsqu'il claque une de ses pattes contre le sol, c'est censé avoir un effet sur la physique de sa chair, de sa peau, etc. Surtout que c'est une grosse grenouille, quoi. Il est censé avoir une peau qui n'est pas rigide, qui n'est pas aussi rigide que la peau d'un ankylosaure, quoi.
bah ça y est, c'est quand même une grosse... Oui. quand même une marge. Et du coup, ça fait rien sur son corps. Et quand je vois ça, je me dis, mais voilà l'animal claquer ses membres un petit peu partout et ça a un effet sur sa physique, sur la physique de ses membres. Et c'est un peu étrange. Mais bref, sinon, à part ça, à part ces mouvements un petit peu étranges, je trouve que Belzébuffo, il est bien reconstitué, hein. On voit bien les dents, on voit bien les yeux, il est très beau. Le seul truc que j'aurais à redire sur ça, c'est que Belzébuffo, me semble-t-il, on l'associe fortement aux grenouilles taureaux cornues. Donc, Ouais. et là justement, on voit pas, elle n'a pas de petites excroissances. Ouais, ils ont décidé de pas lui mettre ces petites excroissances de petites cornes. C'est un choix. C'est un choix, hein, c'est compréhensible, Voilà, aux préférences de chacun. on va dire. Alors, tu as donc mentionné Valéo pour les crabes tout à l'heure. Justement, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces crabes, Valéo? Ils n'ont rien à faire là. Que ce C'est soit con, d'un c'est point pas de mal. vue temporel ou d'un point de vue écologique, en fait, c'est pas n'importe quel crabe qu'on a là. Ce sont des crabes qu'on voit très bien sur nos côtes françaises. Ce sont des crabes verts qu'on appelle aussi des crabes enragés, espèce Carcinus maenas. Voilà. Donc espèce actuelle qui vit dans un milieu marin, pas en eau douce, certainement pas en eau douce. J'ai dit que c'était une espèce actuelle, ouais je l'ai dit mais je vais le redire, c'est une espèce actuelle. Elle n'a rien à faire à Madagascar. Alors Madagascar d'ailleurs qu'on doit deviner parce que ce n'est pas mentionné explicitement. Il faut chercher où vit Masiacosaurus, où vit Belzébuffo pour justement savoir qu'on est à Madagascar parce que sinon on ne sait pas. Et un gros problème aussi chez ces crabes, donc on voit aussi bien des crabes adultes que des jeunes crabes. Et le petit ressemble exactement à l'adulte. Alors que chez les crabes enragés, on a des différents stades de croissance. On a des différences ontogénétiques, ça veut dire que le jeune présente des différences par rapport à l'adulte. En l'occurrence, la carapace du crabe enragé jeune va être un peu plus longue que large au début de stade de croissance. Et au fur et à mesure de la croissance vers l'adulte, la carapace va s'élargir et la longueur va pas trop augmenter. Ce qui fait qu'on a un crabe à la fin qui va être plus large que long. Voilà, donc là, le choix de mettre ces crabes-là... franchement, j'ai pas compris. Ce ne sont pas des crabes marins, ce ne sont pas des crabes d'eau douce, ce sont des crabes actuels, même pas représenter un crabe fossile. Bon, je peux comprendre d'un point de vue budgétaire que ça peut être compliqué, mais prenez un crabe d'eau douce, il en existe aujourd'hui des crabes d'eau douce, c'est pas ça qui manque non plus, autant en prendre quelques-uns. J'ai une question pour toi, Val, justement par rapport à ça. C'est un sujet qu'on avait un petit peu traité dans les autres épisodes, mais est-ce que le fait qu'ils aient pas mentionné justement le nom du crabe, c'est mieux que s'il avait mentionné, ou alors quoi qu'il arrive, pour toi ça pose un problème et ça va véhiculer dans les gens un mauvais imaginaire? Est-ce que pour toi c'est vraiment beaucoup moins grave, ou alors c'est toujours le même niveau de bêtise? Pour moi, je sais pas, je trouve qu'il y a quand même, physiquement parlant, je trouve qu'il y a quand même une belle différence entre les crabes d'eau douce et les crabes marins. Je saurais pas dire en quoi. Je sais pas, moi quand je vois une image de crabe, je sais pertinemment s'il est d'eau douce ou s'il est de milieu marin. Je sais pas, au premier coup d'œil je le vois. Mais là en l'occurrence, j'ai l'habitude de voir ces crabes-là sur la plage, j'ai repéré direct quel crabe c'était. Bon, moi ça me dérange. Là franchement, honnêtement, le fait d'avoir mis une espèce actuelle, je trouve ça dommage. Je trouve qu'il y avait moyen de puiser dans d'autres espèces actuelles, pour le milieu dans lequel on est. Vraiment, enfin, je sais pas si je réponds à la question, mais... Si, tout à fait, mais et justement pour toi, est-ce que ça va avoir un gros impact sur si on met de côté par exemple les connaisseurs, est-ce que pour toi ça va être un gros problème de transfert du savoir au public? En soi, non. Je pense pas que les crabes intéressent plus que ça le public, en fait. C'est dommage. Dans un documentaire sur les dinosaures, je pense que tout le monde se fout des crabes. Et c'est pour ça que justement, à mon avis, ils sont pas foulés sur la recherche de l'espèce en question. Voilà. D'accord, c'est intéressant, merci. Eh bien justement, tu nous parles de dinosaures parce qu'on l'a oublié un peu, le dinosaure de cette scène, le Masiacosaurus. Alors, voilà, encore une fois, tu as fait des recherches sur le sujet, hein, parce que cette scène t'avait quand même, ma foi, sauté au visage. Qu'est-ce que tu as à nous dire du fruit de ces recherches? Ça, pour l'oublier, j'aimerais bien qu'on l'oublie. Oui. Alors, je comprends. Masiacosaurus, des recherches que j'ai faites, j'en ai conclu qu'il était complètement raté. Voilà, déjà en soi. Voilà, donc c'est une espèce qui a été décrite donc par Sampson et ses collègues en 2001.
donc Masiacasaurus Knopfleri, d'une longueur d'à peu près d'1m80. Il y a une chose qui m'avait particulièrement choqué, mais je vais pas commencer par elle, on va teaser un petit peu. Moi, ce qui m'avait choqué, c'était la présence de plumes, pour moi, qui est largement injustifiée. Mais ça, j'en parlerai, non, c'est FL qui en parlera peut-être un peu plus, il s'y connaît un peu plus que moi sur les dinosaures plumeux, je pense. Mais des souvenirs que j'ai pas vu de cératosauriens avec des plumes. Et justement, Masiacasaurus fait partie des cératosauriens. Et Satan, c'est pas un noasauridé? Si, et les noasauridés font partie des cératosauriens. Ah d'accord, autant pour moi. Je pensais que c'était des cousins des abélisors. C'est le cas. Les abélisors sont des cératosauriens. Bon, attends, là j'apprends des choses de fou. Il faut réviser sa classification, Nico, ça ne va pas. Oh, Je dis ça ne va Aïe pas. aïe aïe. je suis le moins qualifié ici quand même. Alors, on a Ceratosauria, on a le groupe des Neoceratosauria. Ensuite, dedans, tu as les Abélisauroidés. Oui. Et enfin, les Noasauridés, dont Masiacasaurus. D'accord, merci de cette précision. Et c'est la famille cousine des Abélisauridés. Voilà. Notez que cet individu est le chef du podcast actuel. Donc il y a ça. Pour les, Eiffel reviendra sur les plumes, je pense. Il fera un petit truc en plus. Si jamais je me suis trompé, il se fera l'avocat du diable et je m'en ferai une joie de l'écouter. Au niveau de, mais ce qui m'a vraiment choqué chez Masiacasaurus, c'est qu'il a vraiment une mâchoire qui est très caractéristique. C'est la caractéristique de Masiacasaurus, c'est qu'il a une espèce de mâchoire inférieure avec les dents qui partent vers l'avant, un peu comme un plésiosaurien ou c'est Elasmosaure, je crois, qui a des dents un peu comme ça, qui partent vers l'avant. Et c'est la caractéristique qui a été ratée, parce qu'elle n'a pas été mise sur l'animal reconstitué. Voilà, c'est comme si on mettait Triceratops, mais qu'il n'avait pas de cornes. Je trouve ça un petit peu... voilà. Non, mais vraiment, un Triceratops chauve, j'ai du mal à l'imaginer. Mais un Masiacasaurus sans cette caractéristique-là, j'ai du mal à imaginer, et Préhistorique Planète l'a fait. Ensuite, les dents comme ça, donc on le voit manger les crabes, comme on l'a dit. Les crabes, c'est pas n'importe lesquels, etc. Mais le fait, c'est qu'ils les avalent en entier. Alors déjà, ça apporte un problème au niveau de la digestion, c'est qu'il faut au minimum au moins les broyer dans la bouche pour pouvoir les digérer plus facilement. Bon, ça c'est un petit problème à part. Le gros problème, c'est que la dentition, a priori, des analyses qui ont été faites selon Carano et ses collègues en 2002, il serait plutôt insectivore ou piscivore. Encore une fois, piscivore, on se rapproche de la dentition, de la mâchoire d'un plésiosaurien, ce qui ressemble un petit peu. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de convergence derrière? Ça, encore une fois, c'est caractéristique. Donc voilà, donc pareil aussi, les petits Masiacasaurus ressemblent trait pour trait à l'adulte. Il n'y a pas de différence ontogénétique, mis à part sur la couleur. Là, on a un petit Masiacasaurus qui ressemble exactement à l'adulte, alors que chez la plupart des dinosaures, en général, la face est beaucoup plus courte chez les petits, avec des yeux qui ont l'air plus grands. Et quand les petits grandissent, eh ben, la face a tendance à s'allonger et les yeux grandissent aussi, mais moins rapidement que la face, et du coup ils sont d'allure plus petits par rapport au reste du crâne. Voilà, donc là moi j'ai relevé 3 problèmes assez grossiers sur l'animal. Pour moi il est raté de A à Z. C'est quelque chose qu'on comprend relativement. Alors personnellement, moi les couleurs, mis à part les couleurs, le reste il me parle pas du tout. Avant qu'Eiffel nous fasse un paragraphe sur les plumes, Edouard, as-tu un petit quelque chose à ajouter sur cette scène globale? Alors il faut savoir que Masiacasaurus, c'est un peu comme pour Mononicus, comme je précisais dans l'épisode précédent. C'est un dinosaure que j'aime bien parce qu'il est particulier. Il a quand même quelque chose que les autres dinosaures actuellement, dans le registre fossile, n'ont pas ou n'ont peu. C'est vraiment une caractéristique qui lui est propre, comme la griffe de Mononicus, qui lui a donné son nom. Voilà, c'est vraiment un dinosaure qui est original pour ça. Et c'est un dinosaure que j'aime beaucoup pour ça, parce qu'il est discret lui aussi. J'avais dit justement dans l'épisode précédent que le Mononicus, pour moi, je repense à la question que Karcha m'avait posée, à savoir, est-ce que le voir dans le documentaire m'aurait fait aimer le Mononicus? J'aurais dit non, et pourtant le Mononicus, il avait sa griffe. Là, Masiacasaurus, c'est non. Non, là, clairement, il m'aurait pas fait aimer Masiacasaurus. C'est pas Masiacasaurus, ça, c'est un théropode. D'accord, mais c'est autant Masiacasaurus que Vélociraptor que théropode lambda du 5-9. Je sais pas qui c'est. C'est pas un Masiacasaurus. Un Masiacasaurus, il a des dents qui vont vers l'avant. Et là,
Non, là, alors le pire, c'est qu'on dirait que c'est même pas du tout adapté au mode alimentaire, justement, piscivore ou insectivore qu'a mentionné Val. Et là, par exemple, il gobe les crabes en entier, bon, c'est une chose. C'est raté, les stades ontogéniques, comme l'a dit Val, exactement pareil. Enfin, il y a que la couleur qui change. Ouais, ok, mais non, normalement, non, c'est pas ça. Et non, vraiment, ce dinosaure est une frustration. C'est vraiment comment rater enfin, c'est vraiment dommage. C'est un dinosaure qui n'aurait pas dû rater. Masiacasaurus, il est connu pour ça. Juste mettre les dents, les dents. Donc non, non, franchement, pour moi, c'est un grand non et non, c'est raté. C'est vraiment raté. Là, je rejoins totalement l'avis de Val. J'ai bien essayé, mais c'est raté. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est la pire scène de l'épisode, globalement. Juste par rapport à la question qu'avait Val tout à l'heure, pour les cératosauriens, pour l'instant, il n'y a pas de plume connue. Enfin, ils sont deux à avoir... où on a des idées un peu de ce qu'ils avaient comme appendice tegumentaire. Donc, il y a Carnotaurus, des impressions de peau, c'est super bien décrit. Plusieurs écailles différentes, pas de plumes. Et il y a Ceratosaurus, où pour le coup, là, on sait qu'il y avait des ostéodermes. Et a priori, il n'y a pas de plumes non plus. On va faire simple. Selon la dernière révision justement des dinosaures, de leur peau et de l'évolution justement écailles, plumes, etc. chez ces animaux, donc qui date de cette année par le paléontologue Christophe Hendricks, il n'y a pas de plumes chez les cératosauriens. Il n'aurait pas besoin d'en mettre. Dans l'évolution des dinos du côté de la branche des théropodes, les traces vraiment de présence de plumes, on va pas en avoir avant certains tétanures, même certains célurosauriens. Donc c'est avec les célurosauriens qu'on a les premières traces documentées. Je vois où ils veulent en mettre parce que l'animal est petit, comme dit tout à l'heure, la taille ça entre en jeu, sauf qu'on peut aussi très bien concevoir que malgré le fait qu'il soit petit, il n'est pas forcément de plumes. C'est pas impossible, sans compter que encore une fois, on n'a pas documenté dans ce côté-là de l'évolution des dinos. Et l'histoire de la plume semble être assez compliquée, dans le sens, je dis encore une fois, mais clairement, c'est quoi vraiment une plume au final? Maintenant, il y a tellement une diversité qu'il faudrait peut-être se repencher sur la question. Donc, moi, je pense que ça aurait été plutôt culotté et plutôt intéressant de montrer un Masiacasaurus, surtout l'adulte en fait. L'adulte, sans plumes, recouvert uniquement d'écailles. À la limite, les petits, comme pour les T-Rex, pourquoi pas. Mais bon, comme l'a très bien dit Val, pour les petits, déjà qu'ils avaient raté la morphologie, est-ce qu'on pouvait espérer qu'ils respectent les plumes? Je pense pas. Alors Karcha, vas-y, redonne un coup sur Masiacasaurus, il n'en a pas assez pris, je pense. Notamment sur les modèles 3D. Ouais, ça fait trop longtemps que j'ai pas craché sur ce truc. Non, mais voilà, pour se compléter ce qu'a dit Val, voilà, les petits, c'est des copier-coller de l'adulte. Et ça montre bien que, alors oui, on a vu les commentaires sur les précédents podcasts que peut-être le budget, n'était pas aussi important que ça. Ça revient au problème que je disais, c'est de mettre trop d'animaux. Forcément, tu as moins de budget pour d'autres. Donc là, peut-être enlever, par exemple, je sais pas, on n'était pas obligé de mettre la Belzébuffo. Enlever le budget de la Belzébuffo, tu faisais des bébés, et tu faisais des bébés qui étaient différents morphologiquement de l'adulte. Là, à un moment donné, je n'excuse pas tout. Là, c'est juste une pure flemmardise totale. C'est du n'importe quoi. Et pour ça, l'excuse du budget, je ne l'accepterai plus jamais, sachant qu'ils mettent des animaux dont il pouvait se passer, et ils en mettent d'autres qui sont là et qui sont juste des miniaturisations des autres. Voilà. Et le dernier coup sur la tombe de Masiacasaurus sera pour Venator. C'est dommage que pour Masiacasaurus, ça se voit qu'ils n'ont pas fait autant d'efforts que sur les autres représentations. Je dirais vraiment qu'il est en plastique, des fois, quand on voit sa texture, elle est pas folle du tout. En plus, c'est dommage qu'il ne soit pas embêté à faire différentes écailles. Il a tout le temps les mêmes écailles partout, sur l'intégralité de son corps. Enfin, pas sur les pattes, mais par exemple sur la tête. C'est tout le temps les mêmes écailles, tout le temps la même taille, tout le temps le même type d'écailles. Ça change jamais. Et c'est ainsi que Masiacasaurus fut retrouvé au fond d'une rue, en sang, tabassé par un gang qui répond au nom de la paléosphère.
On y retournera un jour, t'inquiète. C'était mérité. Complètement. Bon, on va quand même le laisser un peu respirer. Et on va finir avec le dernier animal. Voilà. Notre journée le long du fleuve touche bientôt à sa fin, mais il faut bien sûr que le fleuve débouche dans l'océan. Et là, on a des visions. Comme dans le petit dinosaure, finalement, il y a un ami venu de l'océan. Il s'agit d'un plésiosaure qui est défini dans le documentaire comme un élasmosaure. Ça peut tout et rien dire, ça peut être la famille de l'élasmosaure ou Elasmosaurus platyurus. On ne sait pas. En tout cas, on sait qu'il y a des élasmosauriens dans les eaux estuariennes, notamment dans un environnement de mangrove, malaire quand même relativement exigu, et qui donc reviennent d'un petit voyage touristique dans l'eau douce pour rejoindre ensuite la mer. D'ailleurs, c'est un élasmosaurien d'Afrique du Sud, encore une fois. Je sais pas, l'Amérique du Nord, c'est l'Afrique du Sud, c'est nouveau ça. Mais en tout cas, nos amis élasmosaures rencontrent donc un banc de poissons qui, déboussolés par les eaux saumâtres et pleines de sédiments estuariens, qui, on nous le dit dans le documentaire, ont du mal à se mêler à l'océan tout de suite, sont donc complètement désorientés, ils voient pas grand-chose, et c'est ça que les élasmosaures attendent pour attaquer le banc. Alors, Karcha, qu'as-tu à nous dire pour ce plésiosaure-ci? Encore une fois, flemmardise. C'est le même pattern que le Tyrannosaurus, tellement de changements. Alors moi, ce qui me pose un gros problème, et qui avait déjà été pour moi un gros problème avec le Dreadnoughtus, c'est qu'ils avaient utilisé le mot un titanosaure. Alors un titanosaure, encore une fois, comme tu l'as dit, ça peut désigner un animal comme plusieurs animaux. Là, le truc, c'est qu'élasmosaure, est-ce qu'il parle de l'animal précisément ou du gros animal, on ne sait pas. Donc ça, c'est un très très gros problème, parce que même toi, tu n'arrives pas à avoir un consensus sur ce que tu dis. C'est très clairement pour moi un gros manque de rigueur scientifique. Ça ne se fait pas du tout. En plus de ça, mettre des élasmosaures dans l'eau douce qui après vont retourner dans l'eau salée, je l'aurais pas tenté. J'avoue, je l'aurais pas tenté. Pourquoi ils l'ont mis là? Encore une fois, ça ne sert strictement à rien. Ils auraient pu parler d'un autre animal. Il y avait d'autres animaux plus intéressants à traiter plutôt que ça. Mais je pense qu'il fallait rentabiliser le pattern qu'on n'a pas assez utilisé dans l'épisode 1, parce que les Tyrannosaurus dans l'épisode 1, c'était des caméos. Donc là, ils se sont dit, on va les refoutre. Comme ça, on rentabilise le 3D. Et on va en mettre moins sur les Massacasaurus. Allez hop, un autre petit clou encore une fois. Et les poissons qui sont déboussolés, j'ai envie de vous dire, cassez-vous, pourquoi vous vivez là-dedans? À un moment donné, il faut être un peu logique aussi. J'ai l'impression que tous les animaux là-dedans, leur instinct de survie n'existe plus. Ils ont décidé, allez viens, on va tous mourir. C'est l'épisode où tout le monde va mourir. Voilà, exactement. À un moment donné, comme dirait un grand homme, je comprends pourquoi ton espèce a disparu. Voilà, c'est débile. Petit clin d'œil, Val. J'espère que tu me remercieras pour ça et tu me donneras un petit chèque. Non, ouais, cette scène-là, vraiment, déjà, alors j'en parlerai pour ma conclusion, cet épisode est déjà ultra long. Vraiment, on se fait chier. Mais j'ai failli m'endormir. Cette scène-là, tu aurais pu l'enlever, raccourcir l'épisode à la rigueur, ou alors mettre autre chose de plus intéressant, ou développer plus d'autres animaux. Ça aurait été mieux. Voilà, cette scène-là ne va pas, encore une fois. Et j'ai vraiment l'impression que voilà, cet épisode, si je devais le définir, c'est contrainte budgétaire, on recycle. Voilà. Je vais laisser peut-être quelqu'un d'autre qui est plus qualifié, je sais pas qui tu vas faire parler après, mais Eiffel, par exemple, pour plus vous parler du mode de vie de ces élasmosaures que moi, parce que oui, je suis pas assez qualifié, mais je constate juste que c'est débile. Alors j'ai quand même 2-3 trucs à dire avant que je laisse la parole à Eiffel. D'accord, donc tu coupes les gens. Mon boulot. Oh, c'est moi qui gère, c'est pas moi qui gère. Wow. Pardon, monsieur. Voilà, merci. Donc, parce que j'ai rien de mieux à faire, comparé les modèles entre l'élasmosaure et les Tyrannosaurus. Mis à part les couleurs éventuellement, oui, le modèle est quasiment identique. Je dirais vite fait qu'il a un coup un peu plus long. Ça, c'est mes yeux fatigués éventuellement qui ont pu voir ça. Alors, je me permets de te couper, Nico, juste pour préciser qu'effectivement le coup est plus long et correspond effectivement bien à Elasmosaurus. En termes de proportion, j'ai fait moi-même le truc justement avant de venir parce que j'ai fait la même remarque que Karcha, comme quoi il ressemblait. Mais effectivement, c'est bon. Après, c'est sûrement le modèle du Tyrannosaure où ils ont juste redimensionné les trucs, mais par contre, en termes de proportion, ouais, ça colle bien à Elasmosaurus du coup. Ils savent utiliser un modèle 3D pour allonger un coup, c'est pas mal. Bravo, on applaudit quand même. C'est un bon point. C'est un bon point. Au moins, l'Elasmosaurus, c'est pas juste un Tyrannosaure. Et justement, en parlant de Tyrannosaure, j'ai une petite question que je vais laisser un peu en suspens. Je vais notamment un peu la diriger vers Eiffel pour qu'il embraye. D'après vous, est-ce que ça aurait été mieux si on avait inversé les deux bestioles? C'est-à-dire que continent Zéalandia, donc océan Pacifique, où potentiellement Elasmosaurus platyurus pouvait vivre,
Et du coup, on aurait fait toute l'aventure des Tuaranguisors, que c'est pas Tuaranguisaurus, c'est Elasmosaurus, l'animal. Et là, dans l'épisode Freshwater, mettre un animal un peu moins connu, Tuaranguisaurus, parce qu'on ne connaît pas beaucoup Tuaranguisaurus, grand public. Pourquoi pas le mettre lui à la place qui fait son aventure dans l'estuaire et qui mange du poisson? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Est-ce que ça aurait pas été mieux? Est-ce que ça aurait pas mieux passé, ne serait-ce que dans la tête des gens? Je veux laisser d'autres personnes s'exprimer parce que je pense que je vais partir dans un petit monologue là après, alors vaut mieux que quelqu'un d'autre parle. Te connaissant, oui. Moi, je vais pas répondre du coup à la question de Nico. Ah bah j'ai sympa ça, ouais, super. Non, si j'ai bien compris, tu demandes si tu t'aurais aimé qu'on parle des Tuaranguisors là. Oui, à la place de Elasmosaure, tu sais qu'on avait inversé les deux espèces. Ouais, d'accord. Je vais en profiter pour parler du coup de ce que j'ai dit, puisque grosso modo c'est rigolo parce que ça revient à ta question. Bah tu vois, moi je pensais que l'épisode était fini, puis là on arrive là, et on voit même un Quetzalcoatlus qui tourne la tête en voyant ce qui se passe, d'un air de dire « What? Mais pourquoi il y a ça? C'était pas prévu ?» Donc ouais, bon, j'étais un peu comme le Quetzal dans l'épisode, où je commençais à voir des trucs où je me disais « Putain, qu'est-ce que ça va être encore fait? Ah désolé, je devrais pas placer ça, mais là, non, ça va pas. » Elasmosaurus, le terme exact qui est dit c'est Elasmosaurs, donc bon, le groupe, pourquoi pas, allez, admettons. Il n'empêche que on est clairement, voilà, on réfléchit 2 minutes, on se dit qu'est-ce qu'ils font là? Et qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont un coup de 7 mètres de long pour tailler dans des bancs de poissons, et ils remontent des estuaires. Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin vraiment, là, j'ai vu ça, je me suis dit, non mais c'est pas vrai, après tout ce qu'on a eu avant, on en est là. Enfin, Edouard, attention, je crois que t'es énervé. Ah oui, c'est à lui qu'il nous faut un glaçon. Donne-moi un glaçon s'il te plaît. Oui, je t'en mettrai un. Voilà, merci pour le glaçon. Non, mais vraiment, j'y pense, je me dis, même t'y connais rien en plésiosaure. Allez, je connais rien en plésiosaure. En vrai, je n'y connais pas tant que ça. Mais tu réfléchis juste 2 secondes. Tu te dis, l'animal, il est plus grand qu'un tyrannosaure. C'est un truc qui fait 14 mètres de long pour les plus grosses estimations, dont la moitié de la longueur, quasiment, est dans le cou. Qu'est-ce qu'il irait faire dans un estuaire? C'est adapté pour... Si tu l'imagines vraiment placer son cou dans des bancs de poissons, par exemple, pour choper des trucs. Là, en plus, le pire, c'est qu'encore, il serait tout seul. Allez, il serait tout seul. Non, ils sont 5. Bah ouais, voilà quoi. Donc non, ça va pas du tout. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah ouais, bien sûr, on finit là-dessus. Donc non, franchement, là, ça m'a sorti totalement du truc. Alors, est-ce que ça aurait été mieux de mettre Tuaranguisor, justement? Bah sûrement, oui, parce que la morphologie était déjà peut-être, au moins, d'un point de vue morphologie, c'était peut-être un choix un peu moins idiot, hein. Désolé de dire les termes, hein, mais là, c'est vraiment une idiotie. Il y a vraiment... Non, c'est comment... Enfin, voilà, je sais même pas quoi dire. Ça va pas, Respire doucement, calme-toi. Si je peux rebondir sur ce que dit Edouard, parce qu'il a dit quelque chose qui pour moi est très intéressant. Oui, essaie d'être concis, s'il te plaît. À un moment donné, non, je déconne. Non, plus sérieusement, le fait par exemple de faire un individu égaré, tu vois par exemple qui s'est égaré, je sais pas pour cause de tempête, un truc comme ça, on s'en fout, qui s'est égaré du coup qui meurt dans les eaux en disant bah voilà il est pas adapté à son milieu, il meurt, voilà, ou même un jeune comme Dival, ça aurait pu être cool là justement de montrer bah l'animal n'est pas adapté, il meurt, voilà, et montrer que bah dans la vie aussi, ça on peut pas le nier, il y a des animaux qui ne sont pas dans leur environnement naturel par X ou Y raison, et bah du coup bah la vie elle te démonte, voilà, tu meurs, à un moment donné t'es pas adapté, tu meurs. Là c'est la loi de la jungle. Exactement, et là ça aurait peut-être été une très bonne utilisation de l'Elasmosaure. Bon, il aurait fallu préciser quel Elasmosaure, moi j'y tiens, mais ça aurait été une bonne idée. Et je te remercie là parce que j'ai pas du tout pensé à ces... Enfin, du coup tu m'as fait penser et je trouve que ça serait une bonne idée. Quoi, parlons peu, parlons pas, c'est aussi des petites surprises. Alors, je me dois quand même... C'est comme je précisais vite fait, je le dis vite fait, mais ça revient justement au scénario du Basilo de la Walking Weave. Justement, parce que je crois que c'est en voie de disparition qu'il est, du coup il arrive plus trop à s'adapter à son environnement, du coup il s'égare. Ça permet de montrer justement l'environnement qui est moins marin, etc. de l'époque. Et bon, je trouvais que franchement, s'ils avaient fait quelque chose dans ce genre-là, j'aurais trouvé ça mieux amené. Mais là, non, j'arrête là. Voilà. Allez, je sens qu'Eiffel vraiment, ça y est, on l'a bien conditionné. Vas-y Eiffel, dis-nous tout. Ah bah déjà, je veux remercier tous ceux qui en parlaient avant parce que là, vous avez préparé un super terrain.
J'espère Oh là que là. j'aurai des réponses à certains points. Bien entendu. Plutôt que voilà, des gens trouvent des réponses. Bah merci Karcha de me faire confiance alors que j'ai encore rien dit, mais C'est normal, c'est ça l'amitié. oh là là, c'est beau. Ouais, vous écoutez un shonen les gens, vous écoutez Moment un de shonen. bromance actuellement. Alors, par où commencer? Alors déjà, moi je vais exprimer un même regret un peu que certains. Peut-être qu'il aurait été nécessaire, quitte à inclure ce passage sur Elasmosor, de justement creuser le passage. Déjà, le choix de la localisation. Là, pour le coup, donc c'est dans le sud de l'Afrique. Non, je suis pas pour. Ça aurait été beaucoup plus intéressant, sachant que l'épisode avait déjà fait, de resituer l'action en Amérique du Nord. Parce qu'en Amérique du Nord, on a documenté, notamment au Canada, surtout au Canada d'ailleurs, des restes d'Elasmosor qui ont été trouvés justement dans des sédiments continentaux et qui correspondaient soit à des estuaires, soit à des fleuves, en gros, hein, pour faire simple. Donc on a effectivement des plésiosaures, et notamment spécialement là pour le coup des élasmosauridés qui ont été retrouvés dans des contextes qui ne sont pas marins. On en a. Alors ils sont pas forcément identifiés à certaines espèces, ça je vais y venir. Du coup, d'un côté, le fait qu'ils disent juste élasmosaure, ok, c'est bien dans le sens où effectivement, pour certains restes, on n'a pas d'espèce à donner. Parce que les restes, ils sont vraiment moches. Les os, ils sont fragmentaires, ils sont un peu tout pétés et tout. Bon, c'est pas terrible. Mais pour le public, déjà, c'est un peu plus compliqué ce flou. Là, on est dans l'incertitude scientifique. C'est bien pour la science, pour le scientifique. Mais quitte à ce que ça soit amené au public, alors il faut bien l'amener. Et je pense que juste dire Elasmosor, c'est pas bien amener cette incertitude. Au contraire, c'est amener du flou ou alors que des personnes peut-être qui vont retenir il a dit Elasmosor, ouais, donc Elasmosaurus. Ils vont se dire. J'extrapole, mais ça arrive souvent. Bah, c'est ce qu'on avait pensé au début, hein, que c'est Elasmosaurus, c'est pas juste un Elasmosaurien. Bon, bah voilà. Alors, à savoir, par exemple, je prends un exemple, mais alors, c'est pas au maastrichtien, c'est au campanien, mais on a une espèce qui est très bien connue qui s'appelle justement Fluvionectes. C'est un élasmosauridé découvert du coup donc à la fois pour certains restes c'était vraisemblablement plutôt fluviatile et pour d'autres c'était plutôt un estuaire. On a un élasmosauridé qui vivait dans cet environnement. Les restes ils sont plutôt pour le coup d'assez bonne qualité, indiquent qu'on a un animal qui était adulte, sauf que il était de taille plutôt raisonnable, autour de entre 6 et 8 mètres si ma mémoire est bonne. Donc on n'est pas sur le grand modèle quoi. Comme je rebondis sur ce que disait Edouard, et ça c'est confirmé en fait par d'autres restes, notamment des restes toujours découverts au Canada. Alors là pour le coup notamment au maastrichtien par exemple, on a des restes qui pour certains ont été donc rapprochés d'Elasmosaurus, mais bon c'est pas Elasmosaurus, c'est juste qu'il y a rien, c'est ce qui ressemble le plus. On a pareil des individus qui sont de taille modeste et qui clairement en fait ils sont aussi grands qu'en fait le cou de la bestiole là dans Préhistorique Planète. Et ça c'est justement pour faire simple et court sur la question, qui mériterait en vérité une vidéo rien que sur ça. Des élasmosauridés en eau douce, pourquoi pas, on a des traces, mais dans ce cas il faut bien les localiser géographiquement et aussi surtout il faut leur mettre une bonne taille, donc une taille beaucoup plus petite. Alors après, il y a quand même, c'est un peu flou et obscur, il y a deux grandes hypothèses qui s'affrontent. Une première hypothèse, c'est de dire que ces restes d'Elasmosauridés, notamment donc, de ceux qui ont été rapprochés d'Elasmosaurus, qui ont été donc, découverts au maastrichtien à la fin du Crétacé, ce sont soit une autre espèce, une espèce à part d'Elasmosauridés qui vivrait uniquement en eau douce et dans les estuaires, et pourquoi pas. S'ajoute également le fait qu'il y a cette autre hypothèse concurrente où ce serait plutôt des adultes qui, donc les petits vont naître soit dans les estuaires et puis après du coup ils vont vivre plutôt du coup en eau douce, donc estuaires, fleuves, rivières. Mais sur ces restes-là, ce sont les deux grosses hypothèses qui pendant longtemps donc, sont en fond et s'affrontent entre guillemets et il n'y a pas de réponse. Et à ça, il ne faut pas oublier la troisième hypothèse, qui a été évoquée tout à l'heure, celle d'un animal égaré qui va venir mourir. Et ça, c'est enfin un peu plus discuté, parce qu'il y a donc une publication qui a été acceptée là cette année, qui propose justement une révision
complète de cette question des plésiosaures en eau douce, et plésiosaures au sens vraiment très large, le groupe Plesiosauria, donc les plésiosaures plus les plésiosaures. Ça propose de réfléchir à ça. Et donc dans la conclusion de ce papier, donc ça reparle du fait que peut-être qu'il y avait uniquement des espèces qui vivaient justement dans les eaux douces. Peut-être qu'il y avait des espèces marines qui venaient donner naissance à des petits dans les eaux douces et que les petits, avant d'être adultes, pour passer l'enfance en sécurité, un peu comme certains requins ensuite, allaient repartir vers la mer et les océans. Et s'ajoute également le fait que des animaux, des espèces marines vont s'égarer, notamment comme certains cétacés actuels. Et pour faire un petit écho à l'actualité, on a entendu parler d'une orque qui s'était paumée dans la Seine. Et elle est morte. Voilà. Et qui est loin d'être... mais bon, les cétacés qui sont égarés dans des fleuves, des rivières, etc., les estuaires, il y en a dans la littérature scientifique, il y en a une ribambelle. Et d'ailleurs, ce papier sur les plésiosaures d'eau douce a fait un paragraphe sur la question, et c'était vraiment très 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 intéressant. S'ajoute également tout de même le fait que en termes de physiologie, pour certaines hypothèses, alors le fait que des plésiosaures auraient pu donner naissance à des petits et que les petits vivent un petit peu dans les eaux douces avant de revenir, pas absurde dans le sens où on a quand même à l'heure actuelle en reptiles qui ont des écologies similaires, les crocodiles. Et alors je sais que peut-être vous allez penser aux crocodiles marins, notamment toi Nico qui est fan de l'Australie. Coucou. Mais je tiens à rappeler que en fait toutes les espèces de crocodiles disposent d'une physiologie, notamment de glandes à sel, qui leur permettent de supporter l'eau salée, même celles qui vivent majoritairement ou quasi exclusivement en eau douce. Mais beaucoup d'espèces aiment bien les estuaires et supportent de temps en temps des passages avec des salinités variables. C'est le cas notamment du crocodile américain, Crocodylus acutus, le crocodile de Cuba qui vit dans des lacs salés ou dans les estuaires et les mangroves, etc. Pourquoi pas imaginer que des élasmosauridés, d'autres plésiosaures aient eu des tolérances à la salinité similaire à nos crocodiles actuels. Sur le plan physiologique, ce serait parfaitement cohérent, j'ai envie de dire. Donc des plésiosaures en eau douce, pourquoi pas, mais la manière dont c'est montré dans le documentaire, c'est non. C'est raté, c'est dommage, ça correspond pas au final à ce que nous dit la littérature scientifique. Il aurait fallu mettre l'action en Amérique du Nord plus tôt, idéalement. Rester vague sur l'espèce, malheureusement là, pourquoi pas. Ou alors broder une histoire. L'animal égaré, ou le petit qui vient de naître, etc. Mais par contre, et là je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, ne pas les faire remonter aussi loin. Rester vraiment à l'embouchure de l'estuaire, ça suffit, quoi. Comme l'avait dit encore une fois, Edouard, Karcha et compagnie, tu fais pas un animal de plus de 10 mètres à des moments le faire passer dans des petits dans des petits canaux d'eau, quoi. C'est ridicule. Il fait du Star Wars dans l'étoile de la mort, c'est quand même quelque chose. Ouais, non mais c'est ça, il y avait la force pour les guider en mode c'est tout petit, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Et encore une fois, je répète ce que vous avez dit, mais moi aussi ça m'a marqué, ça m'a fait rire. Vraiment, les animaux qui sont sur les berges, quand ils regardent, ils sont vraiment là, en mode mais qu'est-ce que tu fous là? Et j'ai envie de dire à la juste titre. Même eux, ils y pensent. Oh non, il me faut un deuxième glaçon, pardon. Ouais, non. Est-ce que je peux lui donner mon iceberg? Non mais c'est ça, c'est complètement ça. Ouais, je pense que ton iceberg il suffira pas, faut donner la banquise bientôt là. Ouais, non, attends, elle le fait. Bravo l'écologie. C'est bien chaud. Je de la planète, c'est dû à Edouard. Hein. Réfléchissez-y maintenant. Exactement. Aïe. Moi, je me contente même d'une boisson gazeuse, au pire. Donc voilà, pour les curieux, donc le papier en question, si vous aimez les plésiosaures, l'eau douce et compagnie, vous chercherez le papier de Bunker et ses collègues, sorti en juillet 2022. Donc voilà, c'est vraiment tout beau, tout frais. Vous serez surpris par le nombre de plésiosaures qui en eau douce, hein, je vous le dis à tous là au podcast. Moi-même perso, alors j'avais pas trop regardé, j'avais juste un petit peu regardé la question, mais dans le sens plus large des reptiles marins. Mais je pensais vraiment pas qu'il y avait autant de restes. C'est vraiment impressionnant. C'est certainement les reptiles marins qu'on a le plus retrouvé en eau douce, les plésiosauriens. Un truc de dingue. Alors, Venator, encore une fois, un petit dernier mot. Tu es parfait pour conclure les parties, Venator. Allez, qu'est-ce que tu as à nous dire? Et les plésiosaures,
Oui. Ok. Ben, moi, au départ, quand ils ont dit que c'était des élasmosaures, directement dans la tête, comme a dit FL, j'ai eu le genre dans la tête, j'ai eu Elasmosaurus. Et je voyais bien que les proportions, c'était pas les mêmes, mais je me basais sur le crâne, je faisais plein d'arrêts sur image pour essayer de faire la différence entre les modèles, mais il y en a pas. Il y en a pas, il y en a pas du tout. C'est dommage, hein, parce que entre tu as Anguisaurus et Elasmosaurus, voilà, je prends en compte les gens. Au niveau du crâne, il y a quand même pas mal de différences. Des différences vraiment notables. Et oui, c'est un problème de vulgarisation, ça aussi pour moi. Mais bon, c'est vrai qu'il fallait rentabiliser le modèle. Et il fallait pas prendre trop de temps en plus pour le modifier, sachant que ça se vérifie que là, c'est des os très troubles. Voilà. Je vois. Eh bien, compère, après désormais 1h40. Est-ce qu'on peut reparler du Mastiacasaurus? Non, je rigole. Non mais tu cherches, là, c'est pas possible. Bon, alors tu peux en reparler, mais dans le mot de la fin, donc les notes de tout le monde. Alors j'explique à Val qui n'était pas là pour voir comment on a fait. Nous allons tous à notre tour donner une note pour le podcast. Tu peux soit faire une note globale, soit séparer le fond de la forme. C'est à ton choix, c'est comme tu le sens. Alors, est-ce que tu as déjà une idée de la note que tu pourrais donner? Ouais, une vague idée, effectivement. Il faut que je justifie avec un petit peu de... Ouais. Oui. La forme, honnêtement, c'est toujours la même chose. Hein. On va pas rabâcher 107 fois les mêmes choses. Visuellement, il y a beaucoup de détails, c'est très beau, c'est l'ultra HD. Voilà, bon, on va pas en faire un drame. Après, sur le fond, honnêtement, pour moi, ça a été une grosse déception. Déjà, côté dinosaure, on a vu que des théropodes. Pas un seul autre dinosaure que du théropode. J'ai été très déçu. Ça manque de vie. Genre, on n'a même pas de cératopsiens traversant une rivière comme des gnous ou quoi que ce soit. Ça aurait été quand même bien. Le résumé de l'épisode, c'est sexe, bagarre et caca. Mazia caca. Là, pour moi, la note, honnêtement, ça va être surtout la forme qui va plomber l'épisode. Pour moi, c'est un... Sur 20 Oui, C'est sur sur 20. 20. Sur 20, un 5. Wow. Ouais. Eh ben voilà, un petit 5 sur 20, c'est comment bien. Désolé, hein, mais là, franchement, je vous le dis, c'est une grosse déception. Maziaka a raté de A à Z. Tout ce dont on a parlé, il y a quand même pas mal de trucs faux, des approximations, des erreurs qu'on reproche à d'autres documentaires, disons-le, classiques, sur la précision pour des chiffres ou des trucs comme ça. Et là, je vois pas pourquoi on devrait faire une exception pour celui-là sous prétexte qu'il est beau. Pour moi, ça vaut pas plus d'un 5. Tu as tout à fait raison. Eh ben, dis donc. Évidemment que j'ai raison. Oui. Alors, en espérant que, même si je le doute, hein, les autres puissent redonner une meilleure image de cul, Edouard, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tu commences par moi. Ah, super. Ah, là, tu vas être déçu. Ouais, je sais, mais je sais que tout le monde, mis à part moi, va le tracher, celui-là. Donc, bon. Non, je vais pas le tracher parce que il y a quand même, encore une fois, il y a des bonnes idées dont on n'a pas forcément parlé. C'est un épisode qui renoue quand même avec des dinosaures, un environnement un peu forestier qui reste, ma foi, assez sympathique. J'ai parlé justement du Quetzalcoatlus qui reste quand même quelque chose dans l'ensemble bien réussi, même si je regrette qu'il se soit concentré sur, encore une fois, des trucs spéculatifs. Mais il y a vraiment trop de choses qui vont pas. Là, tout ce dont on a parlé, c'est le combo, dès les premières minutes, je me demandais si je devais continuer l'épisode, et franchement, ça valait le coup. J'ai été vachement rattrapé. Je sais que je devrais noter entre la forme et le fond, je fais ça pas obligé, hein. D'habitude, je fais ça pour quoi que ce soit que je regarde, franchement. Donc, je vais faire ça, mais je vais tricher. Oh là là. Pour la forme, je vais quand même mettre 9 sur 10. Non, je vais pas tricher, je vais mettre 9 sur 10, la forme est bien, comme d'habitude. Quelques détails, en fait, encore une fois, c'est du travail de détail qui fait... Non, le travail de détail, en fait, 8 sur 10. Hein. Il y a quand même des trucs de détail qui sont importants. Les crabes, c'était important quand même. Je suis désolé, mais c'est vrai, en soi, quand on y réfléchit, c'est assez important. Pareil, Venator faisait mention des écailles sur le Mastiacasaurus, c'est vrai qu'elles sont toutes identiques, c'est pas très pointilleux, certes, c'est beau, mais... La beauté est dans les détails aussi. Donc non, 8 sur 10.
Et le fond, je lui mets 0,5. Parce que décollage du ptérosaure. Non, il y a des trucs, il y a d'autres trucs bien, mais là on est plus sur des trucs spéculatifs qui entachent le truc. Là c'est carrément des trucs faux. Le Masiacasaurus est faux. Cette scène-là est remplie de trucs faux. Rien que celle-là, hein. Et on peut parler même du Vélociraptor en début d'épisode, le T-Rex qui lève son cou. Non, franchement, je suis désolé. Donc j'arrive à une note combien 8,5, c'est ça? Ouais, non, 8 ou 9,5. J'ai mis 8 pour la forme, du coup, et 0,5 pour le fond. Donc 8,5 sur 20. Je suis vraiment désolé, j'aurais vraiment aimé mettre plus. Surtout qu'il avait tout pour me plaire, celui-là, par rapport aux autres, parce qu'il avait beaucoup de mes chouchous. J'aime bien les as d'Archidée, j'aime bien le Masiacosaurus, comme je l'avais précisé tout à l'heure. Les Elasmosaures, j'aime beaucoup ces animaux, ils sont vraiment très gracieux. Mais non, franchement, les choix qui ont été faits, je peux pas laisser passer, c'est pas possible. Donc non, pour moi, ça m'a vraiment trop refroidi, 8,5. Bon, c'est déjà mieux qu'un 5, hein. On a qu'un 5 sur 20, c'est bien. Comme quoi ça rattrape. Mais bon, j'essaie de faire sauver ça comme je peux. Makarcha, du coup, justement, est-ce que ça va aller? Moi, ça va aller, le documentaire un peu moins. Je vous préviens, je vais être extrêmement sévère. Je pense pas être plus sévère pour un autre épisode. Alors, épisode OSEF sur 20. Tu me l'enlèves, tu l'effaces de l'existence, ça ne change rien à ma vie et à la paléontologie, je pense que ça serait même encore mieux. Je me suis rarement autant fait chier devant un documentaire, parce que au moins dans les documentaires où un peu les dangers du dinosaure, c'est tellement absurde que tu rigoles. Là en fait c'est même pas dans l'absurde, c'est juste dans le fou. Je rigole pas quand je regarde ça. J'étais à 2 doigts de m'endormir, j'ai failli arrêter l'épisode aussi, à peu près à 5 minutes avec les raptors. Donc voilà, niveau fond, il n'y a rien qui va. Les T-Rex, c'est n'importe quoi. Les Elasmosaures, c'est n'importe quoi. Le Quetzal, c'est celui qui s'en sort le mieux, mais pas ouf non plus. Masiacasaurus, tu l'appelles Ajajaurus, qui n'existe pas, ça serait pareil. Donc le fond, je vais mettre 1 sur 10. Et la forme, je vais mettre... Alors, j'hésite entre 0,5 et 1. Pourquoi ? Ouais. Parce qu'à un moment donné, les graphismes, j'en fais abstraction, parce que si c'est ça, forcément... On mettra toujours des super notes, mais à un moment donné, déjà les graphismes dans cet épisode, il y a des moments, c'est dégueulasse. Les espèces de plans CGI de certains paysages, ça décolle la rétine plus que la saison 4 de l'Attaque des Titans. Et en plus de ça, le fait de refaire des copier-coller, à un moment donné, moi ça me saoule. Je veux bien qu'ils aient pas, comme j'ai dit, du budget, etc. Mais dans ce cas-là, tu retires des animaux et tu fais mieux les autres. Il n'y a aucune excuse là-dessus. C'est n'importe quoi. Tu vois, je mets limite... Allez, je vais mettre 1 parce qu'il y a la voix française qui, je trouve, est mieux que David Attenborough sur cet épisode-là. Donc, je passe 0,5 à 1 et ça me fait 2 sur 20. Je suis même à 2 doigts de mettre 1, mais non, allez, vraiment 2 sur 20. Mais cet épisode, je le déconseille à tout le monde et j'espère que personne d'autre va le regarder et que les prochains seront meilleurs surtout. Mais arrêtez avec Prehistoric Planet, ne faites pas de deuxième saison, c'est pour faire des épisodes de ce calibre-là. Ça ne sert à rien. Ceux qui mettent en estime Prehistoric Planet, etc., regardez bien l'épisode et je pense que vous allez changer d'avis parce que c'est une ignomie, vraiment une ignomie. Niveau rythme, il n'y a rien qui va, c'est des sources qui sortent de n'importe où. Et je pense que je vais me calmer, sinon je dois reprendre le glaçon à Edouard, mais voilà. 2 sur 20, ça sera ma note finale. Et estime-toi heureux que je ne l'ai pas regardé en VO, sinon ça aurait été 1 ou 1,5. Bon, on remercie le doubleur VF dont je ne connais pas le nom. Moi non plus, mais il est mieux que David Atten du Trou. Est-ce que c'est pas facile finalement de faire mieux? Si, c'est clairement facile de faire mieux. Voilà, désolé Alexis, c'est une balle perdue. FL, à ton tour. Oh pauvre. Globalement, ouais, j'ai quand même... Dès la première fois que je l'ai vu, j'étais très très déçu tout de même par l'épisode. Alors, ce qui m'avait le plus déçu dans l'épisode, au premier visionnage, je vais être honnête, au tout premier, moi c'était vraiment les T-Rex. J'ai absolument pas supporté le côté... ouin, le tyrannosaure, regarde les amoureux, il monte sa gorge, bon, bref, ça, on l'a dit tout à l'heure, pourquoi c'est pas du tout intelligent, j'ai l'impression, alors, je sais pas, mais on dit dans le monde du cinéma que Quentin Tarantino, c'est un fétichiste des pieds parce qu'il fait beaucoup de plans sur les pieds. Ce qui est peut-être vrai, j'en sais rien, c'est vrai qu'effectivement, il fait beaucoup de plans sur les pieds. Moi, j'ai l'impression que dans Prehistoric Planet, il y a du fétichisme sur les coups de dinosaures. Parce que ça commence à faire beaucoup de dinosaures, enfin, et d'animaux de manière générale, dinosaures, et pas que, justement, qui montent leur cou, là, ou qui se redressent, là, je sais pas. Ils ont un problème dans leur tête, ou What the fuck. Donc, c'est chiant.
Donc, alors sur le fond, donc avec tout ce qu'on a dit qui allait pas, et ce qui allait à peu près, et ce qui aurait pu être bien, sur le fond, c'était assez sympa Quetzalcoatlus, mais bon, il a la vie de famille, le nombre de bébés et tout, ça, on s'en fout. Encore une fois, expliquez-nous des trucs intéressants que les scientifiques ils ont pu découvrir sur l'animal, ce serait mieux s'il vous plaît. Donc là, on va partir sur un petit 1 point Quetzalcoatlus. Il montre des élasmosaures du coup dans la flotte. Bon, là, c'était la dernière partie qu'on a eue. J'aurais dit 2 points, mais bon, vu que c'est en partie raté, on va mettre qu'un point aussi. Vélociraptor, on va mettre 0,5 points parce que, juste, il est beau. Mais bon, après, voilà, le fait qu'il chasse et que bon, oh là là, attention, il est tombé, mais il est pas mort. T'as vu, la vie, elle est belle. Pareil, voilà, ça passe pas. Donc, je suis à combien? Je suis à 2,5 là. Oui. Allez, Deinocheirus 0,5 parce qu'ils ont mis un Deinocheirus, mais bon, après, voilà, pareil, pour ce qu'ils en montrent et comment il est fait, je suis pas. Voilà, j'accroche pas et je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux. Masakiasaurus, on va pas déconner, il a pas de points. Parce que voilà, vous l'avez bien expliqué. Faut en retirer. Faut retirer pour le massacre. Ouais, donc là, voilà, je vais m'arrêter là pour là. Donc ça fait quoi? Ça fait 3. Oui. Globalement, ouais, le docu, il est beau comme d'habitude. Plan, tout ça. Mais bon, ça, on l'a déjà dit et ça peut. Malheureusement, j'ai envie de dire, il y a déjà 2 épisodes qui sont passés à dire ça. Donc bon, grosso modo, pour la forme, je trouve que la narration, encore une fois, c'est pas naturel. Je suis désolé, il y a plein de trucs. C'est voilà, tu sens l'anthropomorphisme derrière. Tu sens que c'est un humain qui te raconte une histoire et pas qu'on te montre au contraire des animaux qui agissent. Je suis désolé, ça se ressent là. C'est dans l'épisode d'avant, j'avais parlé de la scène western, et ben là, ok, il y a pas la scène western, mais là, c'est encore pire. Parce que là, il y a plusieurs scènes qui font ça. Donc, je suis à combien? Je suis à 3 là. Oui. Et à 3, ouais. Allez, je vais mettre 2 points du coup là pour la forme parce que je vais pas mettre des points pour quelque chose qui est beau alors que j'ai déjà dit avant que c'était beau, que ça change rien. La narration elle est vraiment mauvaise, elle me tape sur le système, donc je vais mettre 2 et puis on va dire que 5 ça sera largement mérité pour cet épisode. Et quand on se rend compte que 5 c'est actuellement. Alors c'est peut-être la deuxième pire après le Stacy d'étoiles. Aïe. C'est pour dire le niveau de l'épisode, cher Pape. Et Venator, vas-y, sauve-nous. Pour le fond, comme vous l'avez dit, pour moi, le fond, ça vole pas plus haut que 3. Hein. Là, c'est assez catastrophique. Et pour la forme, d'habitude, je remonte avec la forme. Hein, sur ce documentaire-là, avec la forme, ça remonte beaucoup. Les 3 mois. Et là, pour le coup, cet épisode, c'est l'exception à la règle. Pour la forme, il y a trop de problèmes, hein, comme disait Valéo. Et ça, c'est qu'un seul exemple, encore une fois. Les crabes actuels au Crétacé supérieur, là, et qui en plus sont en eau douce. Et dans le premier épisode, on avait eu le même bordel avec les calmars de récif à grande nageoire au Crétacé supérieur. Là. Enfin bref, pour moi, la forme, il y a trop de problèmes. Il y a des problèmes partout. Avant, il y a dans les épisodes précédents, à chaque fois, la forme, elle concentrait les problèmes à un seul endroit. Et sinon, les autres, ça passait. Mais là, c'est trop éparpillé. Et du coup, pour moi, la forme, c'est aussi 3. Du coup, 3 et 3, ça fait 6, hein, si j'ai pas redoublé ma primaire. Voilà. Je pense que ça devrait aller à peu près. Donc. Bon. Les calculs de moyenne sont plus intéressants que l'épisode, je tiens à dire. Ça, c'est pas faux. Aïe. Bon, faut bien finir quelque part. Et bon, ça va finir avec moi. Cet épisode, je lui mets 15. Parce que. Non, en vrai, je suis pas loin. Je suis pas loin quand même J'étais entre 13,5 et 14. Non, j'ai dit que j'étais l'avocat du diable. Arrêtez tous de m'engueuler en commentaire, je vous vois. Non, encore une fois, c'était le moins. Pour moi, c'était le meilleur. Parce que bon, c'est déjà pas très haut le reste. Le montage risque d'être ardu. T'as pas qu'à dire n'importe quoi aussi. C'est vrai. Non, mais encore une fois, je trouve que niveau spéculation, vraiment n'importe quoi et qui aura des répercussions. Pour l'instant, je pense que c'est le moins pire. Que les dinosaures, globalement, ça va. Tu vois, je dis ça par rapport notamment au Mononicus, au Dreadnoughtus
et au Barbaridactylus de l'épisode précédent. Là, ça va, tous les dinosaures sont globalement bien, même si bon, sauf deux, hein, sauf Masiakazor. Et je mets quand même Deinocheirus dans le tas, parce que la toison, c'est pas possible. Attends, tu sais quoi, non, je crois que je vais baisser encore un peu. Je pense c'est mon épisode préféré, il va quand même avoir une note moins bonne que le premier, et puis tu lui donnes genre un 12. Ah, ça va pas être mal. Parce que clairement, oui, c'est beau. Et maintenant, ça devrait être bon. Hein. Maintenant, on comprend que c'est beau. Mais si c'était pas si beau, hein, finalement, il y avait des trucs un peu... Non, j'ai pas du tout un pistolet sur la tempe, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, voilà, c'était beau. Les dinosaures, ça va encore, mis à part Masiakazor et Deinocheirus. Ils sont relativement bien faits. Et je pense pas qu'il y ait des effets particulièrement violents sur les gens après cet épisode. Donc ouais. Si, je dois quand même rajouter un petit truc. Il y a quand même des bestioles qu'ils auraient dû ajouter. C'est les crocodiles. Hein, c'est un épisode sur l'eau douce et il n'y a pas de crocodiliens. Moi, j'aurais voulu des poissons aussi. Ouais, et des poissons. C'est Voilà, des lépisostés ou des trucs comme ça. c'est pour ça que faire une scène avec des Ouais. cératopsiens traversant une rivière à l'image des gnous actuels avec des crocodiliens, ça aurait été bien, quoi. Exactement. Ah, carrément. Ça manque. Donc ouais, il y a pas de crocodiles. Je demande pas non plus Mahajanga-Sucus, tu vois, qui vivait à peu près en même temps que Masiakazor, tu vois. Ou alors en fond, où on le voit en présentation. Mais ouais, non. Je m'attendais clairement à du crocodile. Je suppose qu'au Maastrichtien, c'est pas ça qui manque. Oui, il y a plein de choses. Hein. Du coup, c'est dommage. Il y a pas de croco. Désolé Stevie Irwin, c'est pas pour toi cet épisode. En fait, ça résume assez l'épisode, c'est qu'il y a des. Ils auraient pu faire tellement mieux. Malheureusement, ils l'ont pas fait. Et vraiment, hein, tu changes le tout, t'as un meilleur épisode. Bah, c'est un peu. Ouais, bah, non. Change tout Regarde, d'un meilleur épisode. Oui, ça me paraît pas mal. C'est ça, oui, c'est ça, Karcha, oui. Voilà. Et c'est donc sur ces mots éloquents, finalement, que nous terminons cet troisième épisode de Préhistorique Planète. Donc bon, j'espère que vous avez apprécié. Alors, j'aimerais bien des retours, parce que j'aime bien les retours sur les podcasts de Préhistorique Planète. Je les lis avec attention, donc je n'hésiterai pas à vous répondre. On se retrouve la prochaine fois, toujours, pour le 4e épisode. Alors, je sais pas si on va le faire, parce que bon, je pense que cet épisode vous a vraiment tapé, hein, finalement. Clairement, ça vous a bien refroidi. Et justement... oui, Iceberg, et justement, on restera dans le thème, parce que l'épisode 4 se prénomme Ice World, monde de Mais glace. oh là, la transition, c'est un foreshadowing depuis le début avec le glaçon. Gros cerveau, tu vois, on avait déjà prévu dès le début. Ouais, attention, Jon Snow va arriver. Hein. Qui se passera sur la chaîne de la Paléosphère. Je remercie tous les incroyables personnes, je sais pas conjuguer, toutes les incroyables personnes qui ont participé à ce podcast. Merci Karcha, merci Edouard, merci Val, merci Venator et merci FL Reptile. Et on se retrouve la prochaine fois dans un autre Parlons peu, parlons pâle. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez sauvages. Salut et bon courage à tous. Salut tout le monde. Et portez-vous bien. Bientôt. À plus. Attention à vos yeux. Et à vos fesses. J'ai pas eu le à vos Et- fesses. Merci d'enjamber Oh là là. le Masiakasaurus de la ruelle avant de traverser. Voilà. Exactement.